Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors ce soir, je reçois une habituée de cette chaîne, c'est Marion Sigaud. Marion vient nous présenter son dernier ouvrage intitulé Sexologie et mensonges, le combat de Judith Reisman. Donc un ouvrage assez exceptionnel que j'ai eu l'occasion de lire, de prendre des notes. Et durant cette émission, nous allons parler d'un sujet qui est malheureusement tragique, c'est l'éducation à la sexualité. Et nous parlerons bien sûr de l'actualité à venir pour la rentrée de 2025 dans les écoles de France et de Navarre. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Merci aux modérateurs d'être présents, sachant que, comme le disent les modérateurs dans le chat, eh bien mettez les plus jeunes à l'abri parce que il y aura aussi des mots assez crus dans cette émission, mais il faut aussi sensibiliser les parents, les éducateurs, la communauté éducative dans son ensemble sur ce sujet encore très tabou et très marginalisé, pourtant très important à comprendre dès ce soir. Alors, les ouvrages dans cette émission qui vont nous accompagner, il y a bien sûr celui de Marion Sigaud, Sexologie et mensonges, le combat de Judith Reisman, à côté des deux ouvrages de François Dubois, Alice au pays de Lucifer et Captionnem, en dessous Maître Virginie Darrojo qui a protégé les mineurs de l'idéologie totalitaire, Laetitia Deschamps sur le désenfantement, à ma droite, Serge Abad-Gaillardeau, franc-maçonnerie et politique, avec également Gouverné par le chaos de Lucien Cerise, Gouvernance perverse de Marion Saint-Michel, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps de Jean-Michel Jacquemin-Rafestin, et enfin Michael Seed, L'enfant de personne. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Marion Sigaud, étant apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, je n'appartiens à aucune mouvance quelconque, je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Scientologie ou quelque réseau que ce soit. Je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement et je tiens à le rester. Donc merci à tous d'être présents et de diffuser l'émission en masse. Merci aux modérateurs encore une fois d'être présents et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Marion. Alors on avait quelques soucis de connexion avec Marion Sigaud parce que avant l'émission il y avait déjà des petits soucis. Donc j'espère que ça va s'arranger. Donc bonsoir à tous. Ouais, ce sont les aléas du direct. Bonsoir à tous. Donc ce soir nous allons présenter l'ouvrage de Marion Sigaud intitulé Sexologie et mensonges. Alors Marion va revenir dans un instant. Voilà. Elle est là avec nous. Oh, ouais. C'est très instable. Oh là là, on va avoir des soucis, mon pauvre. C'est bon. On est parti. Ouais, c'est le suspense, c'est les aléas du direct. Donc merci Marion d'être là. Alors justement, la dernière fois que tu es venu sur la chaîne, c'était notamment en compagnie de notre camarade Pierre Hillard, qui est dans le générique d'ailleurs, et avec aussi l'invité mystère à l'époque, c'était Greg Tabibian pour rendre hommage à ce fameux Tepa de Meta TV. C'était le 14 novembre de l'année dernière. Donc on a une pensée ce soir pour Tepa, qui avait déjà travaillé, j'allais dire, et fait des entretiens sur la théorie du genre à l'époque, avec toi et d'autres personnalités d'ailleurs.
sachant que la semaine prochaine, j'en profite puisque Tepa avait reçu Corinne Gouget, jadis, en 2013 avec Marc-Henri, et qui nous a quittés il y a quelques mois également, et avec Marcella, pour parler de l'aspartame et du glutamate notamment. Une émission qui dure 3 heures et dont je diffuserai quelques extraits dans l'hommage à Corinne Gouget qui aura lieu vendredi de la semaine prochaine. Donc ce sera le 20 juin à 19 heures. Voilà, en présence de 2 invités normalement. Alors Marion, ce soir tu viens nous présenter ce livre, Sexologie et mensonges avec le combat du Judith Reisman. Alors c'est pas par flagornerie, mais comme tu le sais, comme le public le sait, j'ai l'habitude de lire pas mal de livres chaque semaine. Et j'avoue que c'est un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé parce que j'y ai appris des choses sur toi. C'est-à-dire que tu ne parles pas que de Alfred Kinsey, de la vie de Judith Reisman, qui est très intéressante d'ailleurs, qui est très révélatrice aussi de la femme courageuse qu'elle était et qui, j'allais dire, nous transmet aussi en guise d'héritage son combat et, j'allais dire, sa foi en quelque sorte. Et vers la deuxième partie de l'ouvrage, presque vers la fin, on en apprend beaucoup plus sur ton parcours personnel, sur toi-même, tu te dévoiles un peu plus. Et j'allais dire, c'est la Marion que je ne connaissais pas ou pas suffisamment. Et j'allais dire, ça m'a beaucoup touché à titre personnel parce que tu es déjà venu dans l'émission, notamment sur la protection de l'enfance, et tu nous as dévoilé des pans de ta vie qui sont pas forcément faciles à évoquer. Merci, parce que je crois que j'ai été le seul à qui vraiment tu t'es livré. Tu t'es, je dirais, confessé entre guillemets, et donc le gage de confiance que tu me portes à titre personnel me va droit au cœur. Je préfère le dire parce que justement dans ce livre, il y a tout un pan de notre civilisation aussi qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'euthanasie en ce moment. On a évoqué notamment dans d'autres émissions l'IVG, mais là, l'éducation à la sexualité, j'allais dire, c'est un autre pan, eh bien, d'une forme de civilisation qui est totalement en déclin. Je vais te laisser la parole tout de suite, mais je rappelle aussi au public que demain, c'est un événement secret, en théorie, mais qui va avoir lieu au Grand Hôtel de Stockholm, en Suède. C'est la réunion annuelle de Bilderberg. Et je le dis parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait une émission avec Giorgio Bombassei, que je salue. C'était il y a environ 3 semaines. Donc à partir de demain, jusqu'au 15 juin inclus, il y aura cette réunion internationale où les grands de ce monde vont discuter de notre avenir sans le consentement des peuples et sans même nous en informer. Et donc, il faut imaginer que peut-être ce qui est écrit dans l'ouvrage de Marion ce soir en fait partie. C'est-à-dire comment la perversion des enfants fait partie du plan des mondialistes et peut-être même des satanistes. Voilà. Et ce n'est pas du complotisme que de le dire, c'est que eux-mêmes le disent ouvertement. Le but, c'est de légaliser finalement l'accès à la sexualité dès le plus jeune âge. Voilà. Alors Marion, je te laisse nous présenter l'ouvrage et surtout tes motivations pour écrire ce livre. Alors mes motivations, ce sont les mêmes qui m'ont mené il y a des années à me lancer dans ce combat. J'ai un ami qui s'appelle Stanislas Berton, pour le nommer, je pense qu'il n'est pas opposé à ce que je dise que ça vient de lui, qui m'a dit il y a quelque temps, quand nous étions au Japon, il m'a dit quand est-ce que tu vas faire un livre pour résumer tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous racontes sur tout ça et surtout sur ton amie Judith. C'est-à-dire que ma rencontre avec Judith a été un grand moment de mon existence, mais quand je l'ai rencontrée, ça faisait déjà à peu près 30 ans que je combattais pour le sujet. Elle m'a rien révélé, elle m'a simplement donné son amitié et fait partager son combat. Mais j'avais l'impression, enfin j'ai donné l'impression à cet ami que j'accumulais énormément de données, d'informations et de révélations intéressantes à faire. Et il m'a dit, fais-nous un livre grand public, c'est-à-dire quelque chose qui résume. Et j'ai une amie également qui a connu Judith quand Judith est venue en France et qui m'a dit quelque chose d'à peu près approchant. Elle m'a dit, grâce à toi, les travaux de Judith Reisman sont à présent accessibles en français, hein, puisque c'est avant que j'intervienne, aucun de ses livres n'avait été publié en français. Hein. Il y a eu un livre sur son travail, mais qui était sur elle et pas d'elle, qui a été publié en 2008. C'était le zoologue violeur. Alors c'est un livre très important, hein, mais jamais personne n'a publié Judith Reisman en France. Et c'est parce que je suis intervenue que j'ai proposé à Contre-Culture de le faire et que Contre-Culture l'a fait. Ensuite, il y a eu les éditions de Saint-Rémy, alors qui se sont passées de moi, mais c'est quand même un peu parce que j'étais passée par là, qui ont publié son 2e livre. Je m'apprête à sortir
à en sortir encore un autre prochainement. Ça sera son 3e ouvrage d'importance publié en français. Mais ce qu'on m'a fait remarquer, c'est que les travaux de Judith Reisman, si on veut les connaître à travers ces bouquins, c'est très savant, c'est très académique, c'est énorme. Alors c'est facile à lire parce que c'est magnifiquement écrit et qu'elle est pleine d'humanité et qu'elle fait en sorte que tout le monde comprenne. Mais c'est vraiment des gros bouquins. Ce sont des bouquins de 500-600 pages. Et là, on m'a dit, écoute, fais-nous un livre grand public, fais connaître à la fois ton combat et celui de Judith, et fais-nous connaître Judith par un livre beaucoup plus vivant, beaucoup plus personnel. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc c'est raconter son combat, mon combat, notre rencontre. Il y a quand même quelques moments où j'ai écrasé ma larme en l'écrivant, hein, toutes ces retrouvailles. Enfin, la première fois qu'on s'est vu, ça faisait des mois qu'on communiquait, on s'est tombé dans les bras, quoi. On s'est vraiment. Il y a des jolies photos de nous dans le livre, hein, des photos où elle me tient la main, où elle. Ça a été une très très belle amitié. C'était quelque chose de très tendre entre nous. Alors il y avait rien de maternel de sa part à mon égard, hein, parce qu'elle avait que 16 ans de plus que moi. Donc puis une mère j'en ai eu. J'ai pas manqué d'une maman. Ouais. Elle est elle est trop mignonne cette photo-là. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. C'était à Zagreb. C'était avant notre départ à Zagreb. Mais on a eu aussi des moments magnifiques quand nous étions à Montréal ensemble. Donc voilà, l'idée de faire connaître Judith et son travail par un livre beaucoup plus grand public que ne l'étaient ses ouvrages à elle. Ses ouvrages étaient très académiques, extrêmement sérieux. Elle n'a jamais été prise en défaut, hein. Jamais personne n'a réussi à la prendre en défaut. Il a fallu pour discréditer son travail mentir. De toute façon, ces gens-là n'ont que le mensonge comme arme, ce qui d'ailleurs, quand tu disais tout à l'heure, est éventuellement satanique à propos du Bilderberg. Satan est le père du mensonge, hein. Le mensonge est satanique et Satan est mensonger. Je pense que tout ce qui fonctionne par le mensonge relève du diable. Alors qu'est-ce que c'est que le diable? Eh ben c'est ça. C'est tout le mal qui est fait, le mal qui est volontairement fait par des forces qui avancent par le mensonge, la dissimulation et qui empêchent les gens de faire leur choix en bonne et due forme. Comment veut-on faire le bon choix si on ne connaît pas les données du choix? Si on ne connaît pas les données de ce qu'on a à choisir, on ne pourra jamais faire le bon choix. C'est pour ça que voter, c'est de plus en plus aberrant maintenant, parce qu'on ne sait pas qui on est en face de soi, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait pas qui les finance, on ne sait pas, voilà. Donc, dénoncer le mensonge, c'est vraiment dénoncer le diable. Et incidemment, je peux le dire maintenant, Judith, qui était une personne qui a grandi dans un milieu juif totalement athée. Il y avait pas de Dieu dans leur univers. C'était des marxistes, hein, c'était des communistes. Il n'y avait pas de Dieu dans leur univers. Quand elle s'est lancée dans ce combat, alors en un mot, sa fille de 11 ans a été violée par le voisin du dessus. Et elle s'en est jamais remise, et elle a découvert d'un seul que des enfants étaient violés et que des enfants étaient violeurs. C'est-à-dire que ça a été pour elle un choc absolument terrifiant, et elle a abandonné la vie qu'elle avait avant. C'était une vie d'une femme tout à fait heureuse, accomplie, un mari adorable, des beaux enfants, un métier qu'elle aimait, etc. Et elle s'est lancée dans le combat pour trouver la source de ces horreurs et la combattre, et elle l'a combattue jusqu'à la mort. Oh, regardez comme elle est belle. Voilà. Ouais. Donc, où en étais-je? Ben, j'ai perdu le fil. Je fais toujours. Non, mais c'était une femme, j'allais dire, bien. Oui, alors à propos, quand elle s'est lancée, voilà. Quand j'avais commencé en disant, elle a évolué dans un milieu extrêmement marxiste, extrêmement matérialiste, et quand elle s'est lancée dans ce combat, au fur et à mesure qu'elle apprenait des choses, c'est une descente aux enfers, une descente au bout de l'horreur. Quand elle a compris que des organismes étatiques qui étaient censés protéger la population faisaient enlever des enfants, des femmes enceintes, des marginaux, pour les torturer, pour les mutiler, mais c'est au titre d'expérience pseudo-scientifique. Je veux dire, elle a vraiment vu le diable, et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai vu le diable. Alors je lui ai dit, c'est quoi le diable? Alors elle me dit, c'est le mal en marche. Et elle m'a expliqué à ce moment-là, quand j'ai vu que le diable existait, que quand on le présente avec des cornes et machin, etc., c'est à titre symbolique, mais que le diable existe, c'est-à-dire qu'il existe une force du mal qui avance et qui veut avancer et qui veut détruire, j'ai compris que le diable n'était que le destructeur d'une création et que la création avait donc un créateur.
et elle s'est mise, et elle a cru en Dieu à ce moment-là. C'est extraordinaire. J'étais extrêmement émue qu'elle me fasse sa confidence. J'ai bien vu qu'elle était de plus en plus, elle se rapprochait de plus en plus des croyants. Alors des protestants pour commencer, puisque ce sont les protestants qui l'ont tirée du gouffre dans lequel le système l'avait fait tomber. Hein, elle a été chassée de l'université, chassée de partout où elle était, pour qu'elle ne puisse pas dénoncer ce qu'elle dénonçait. Et c'est un évangélique qui l'a tirée de là, qui lui a dit: Madame, je suis au courant de votre combat, je suis au courant de ce que vous subissez, je mets mon argent à votre disposition, mon argent, mes bureaux, je venais travailler chez moi. Et elle a travaillé à la Liberty University jusqu'à sa mort. Alors, c'était un milieu qu'elle ne connaissait pas du tout. Et alors, elle s'est rapprochée. Donc, ça c'était un milieu protestant. Et par la même occasion, elle a été approchée par des catholiques et elle a terminé ses jours en étroite collaboration avec des chrétiens ceci ou les chrétiens cela, mais avec des chrétiens. Et je l'ai vue prier, elle a prié avec nous, je l'ai vue bénir la table. Enfin, elle est devenue extrêmement, extrêmement croyante, extrêmement humble par rapport à ce qu'elle a compris qu'était la création, parce qu'elle dit quand des forces maléfiques cherchent à ce point à détruire la création, c'est que la création est belle et c'est le Créateur qu'il faut remercier. C'était très très émouvant. C'est très émouvant, d'autant que j'étais là. Enfin, je veux dire, ça s'est fait quasiment sous mes yeux. D'abord à Zagreb, en Croatie, où elle a été invitée par la communauté catholique, enfin la communauté. Zagreb, c'est que les catholiques, pratiquement. Elle a été invitée par l'archevêché de Zagreb et par des militants catholiques à Zagreb pour les aider à lutter contre la sexualisation des enfants telle qu'elle se présentait en Croatie. Et là, elle a été sous le charme, sous le choc de prières collectives. Enfin, c'était des moments extrêmement, extrêmement intenses. Moi-même, j'ai été passablement bouleversée. Hein. J'ai participé à une prière collective dans une ruelle de Zagreb. Alors, j'avais jamais fait ça. Je le fais souvent depuis, puisque maintenant, je fais partie de ces gens qui participent à la France Prix. Mais au moment où je suis allée à Zagreb, je ne l'avais jamais fait. Et tous ces militants, journalistes, professeurs, policiers, enfin tout ce que tu veux, se retrouvent dans une petite ruelle de Zagreb où il y a une petite statue de la Sainte Vierge qui fait partie d'une dévotion tout à fait populaire. Chaque fois que les Zagrébois passent, ils font un bisou à la Sainte Vierge et ils mettent des cierges, ils présentent des vœux. Enfin, il y a plein d'ex-voto tout autour. Et ses amis l'avaient invité à participer à un chapelet devant cette statue. Et là, j'ai vu son extase. Elle était en extase. C'est extraordinaire. Et c'est 500 personnes à peu près qui récitaient le chapelet, alors en croate, hein, mais moi je le récitais en français. C'est la première fois que je récitais le chapelet depuis ma première communion. Ma première communion, c'était en 56. Oui. Ça faisait une paye. Ça faisait une paye que j'avais pas récité le chapelet. Et voilà, et là je l'ai vue, elle était en extase. Si on pouvait montrer une photo, ça serait extraordinaire. Je crois que j'en ai mis une dans le livre. Une photo de Judith à Zagreb. Alors... La photo de Judith à Zagreb. Écoute, il n'y a pas beaucoup de photos, tu vas la trouver facilement. À part celle, il y a celle-là, il y a celle du début. Non, après. Attends, il faut que je la retrouve. Celle du début, non. Non, c'est pas celle du début. Non, j'ose pas toucher à mon ordinateur, j'ai peur qu'il se... Non, par contre, il y avait un extrait que je voulais lire par rapport à Jenny, justement, parce que c'est très intéressant sur... Jenny, c'est sa grande fille, hein, c'est sa grande fille qui avait 11 ans, qui était l'aînée, et puis qui est morte, malheureusement. Pour l'instant, je ne retrouve pas, mais on retrouvera tout à l'heure. C'est page 10. Page 10. Donc, je cite... Ça ne va pas, ma chérie? Non, ça n'allait pas, et Jenny ne semblait pas vouloir dire quoi ni pourquoi. Renfrognée, triste, de plus en plus éteinte, Jenny n'allait visiblement pas bien du tout, mais refusait de se confier à sa mère. Judith voulait savoir, elle allait savoir. Quand elle comprit qu'il fallait qu'elle jure ses grands dieux qu'elle ne la trahirait pas, elle réussit enfin à faire dire à Jenny ce qui la faisait tant souffrir. C'était un voisin qu'on connaissait bien, qu'on aimait bien, un ami de la famille, il avait 13 ans. Il insistait, il voulait, elle disait non, mais il se moquait d'elle, et assurer qu'elle finirait par aimer ça. Ça quoi? Ça quoi?
le sexe. À 10 ans, à 13 ans, l'horreur. Le ciel qui vous tombe sur la tête. La révolte qui vous submerge. Mais on a juré qu'on n'appellerait pas la police et juré, c'est juré. Jenny expliqua que son violeur se référait à une pile de magazines Playboy qu'il trouvait sur une table de nuit de son père. On y lisait que tout cela était normal, que tout le monde aimait ça. Une enquête de voisinage apprit à Judith que Jenny n'était pas la seule victime du jeune violeur. Il avait agressé d'autres enfants du quartier et également son petit frère. Quand l'émotion commença à mobiliser les familles concernées, les parents du garçon déménagèrent et quittèrent le pays. Abasourdie sous le choc, Judith appela une de ses tantes qu'elle aimait tant et déversa son indignation et sa colère. « Allons, Judy, allons, sois raisonnable. Peut-être que Jenny l'a cherché. »« Quoi ? Mais oui, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès leur naissance. » Comment cette tante tant aimée, si fiable et si collée-montée, pouvait-elle proférer une telle énormité? Sa petite Jenny aurait pu vouloir se faire chevaucher par un vaurien de l'immeuble. À 10 ans, 10 ans, quelque chose était en train de se lézarder dans l'univers lisse et si beau de Judith Reisman. Elle appela Carole, une copine d'école. « Allons, Judy, sois raisonnable. Peut-être que Jenny a cherché, tu sais bien que les enfants sont sexuels dès leur naissance. » Le choc ne fut pas tant sur le fond de ces deux assertions identiques et totalement révoltantes, soupçonner sa fille Jenny, jamais au grand jamais elle n'aurait pu, que dans le fait qu'elles étaient proférées par deux femmes de génération éloignée et qui vivaient chacune à l'autre bout de l'Amérique. Elles ne s'étaient jamais rencontrées et n'avaient que Judith en commun. Comment cela se pouvait-il? Judith venait, sans le savoir encore, d'entrer dans le monde selon Kinsey. Alors j'ai oublié de lire la 4e de couverture parce que c'est important. C'est vraiment la trame de l'émission aussi. Donc je cite: comment la si pudibonde Amérique des années 50 a-t-elle pu devenir le pays du changement de sexe à l'école, des défilés homosexuels et du mois de la masturbation? Comment la révolution sexuelle a-t-elle pu à ce point renverser les valeurs et s'immiscer dans les moindres recoins d'une société qui déboulonne ses héros et sexualise ses enfants? Au fil de cette histoire qui traverse les ans et les continents, une discipline qui se veut scientifique, la sexologie, elle a eu son père à tous, Alfred Kinsey, ses précurseurs en Allemagne pré-nazie, ses disciples en France. La sexologie est venue remettre en cause tout ce qu'on croyait vrai et remplacer, excusez du peu, la morale par la science. Rien que ça. Au milieu de ce raz-de-marée tempétueux, une femme, une mère s'est levée. Judith Reisman. Femme, épouse et mère comblée jusqu'à ce qu'un drame familial vienne faire tanguer tout l'édifice de son bonheur sans tache. L'horreur qui venait de frapper sa fille trouvait sa source auprès des adeptes de Kinsey, dont la discipline était criminelle, la science une imposture et la réputation usurpée. Seule contre tous, Judith Reisman s'est levée, a crié la vérité, réveillé des intellectuels, mobilisé des familles, des braves gens, des juges, des policiers, des journalistes. Marion Sigua menait l'enquête et reconstituait tout son combat et son histoire depuis la lointaine Pologne de ses aïeux du Yiddishland. Elle l'a rencontrée à Zagreb, fait venir en France où elle l'a fait publier et retrouver au Québec, embrassant avec elle cette cause suprême, sauver les enfants. Voilà. Sauver les enfants, c'est sauver l'humanité. Hein. C'est certain que si on n'a plus, si le monde, les enfants d'aujourd'hui deviennent les adultes de demain sans qu'on rectifie le tir, ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. On enseigne aux enfants, le système coupe les enfants de leurs parents, coupe les enfants de la transmission, coupe les enfants de la morale. La grande imposture de la révolution sexuelle, ça consistait à dire on va remplacer la morale par la science. Quelle science? Il n'y a pas de science de la sexologie, c'est une imposture. Ce que Kinsey et ses partisans et les gens qui l'ont financé ont voulu faire de la sexualité, c'est une activité de loisir, une activité de contrôle sur la population. Ça n'a rien à voir, et ces travaux n'ont rien à voir avec de la science, c'est de l'imposture, c'est du harcèlement, c'est absolument abominable. Et on ne remplace pas la morale par quoi que ce soit en matière sexuelle. La sexualité, c'est ce qui touche à la relation entre toi et moi, entre lui et elle, entre l'un et l'autre. Comment peut-on envisager une sexualité sans morale? La morale, c'est précisément ce qui va définir le bien et le mal dans les relations entre les gens. Donc, vouloir déconnecter la sexualité de la morale, c'est faire de la sexualité quelque chose de monstrueux. Et c'est ce que c'est en train de devenir. C'est devenir monstrueux. Il n'y a qu'à regarder depuis ce qu'on appelle la révolution sexuelle, que j'ai tendance à appeler également la révolution homosexuelle, parce que l'homosexualité a été mise en avant de façon très artificielle par la même occasion. On se rend compte qu'en suivant l'évolution des mœurs, des crimes sexuels, des agressions, des viols et de l'évolution de la pornographie, que de plus en plus, tout ce qui est sexuel est lié à la mort, à la souffrance et à l'horreur.
le sexe n'est quasiment plus relié ni à l'amour, ni à la beauté, ni à la douceur. Qu'est-ce que c'est qu'un film porno maintenant? J'ai vu de très intéressants reportages je crois que c'était Canal+ qui avait fait une série de reportages là-dessus, j'en suis pas sûre. En tout cas, ce sont des reportages qui ont été disponibles sur la toile, qui font parler des anciennes actrices de porno qui disent on ne veut plus travailler dans cette industrie, on a fait l'amour, maintenant on nous demande de prendre des coups et de nous faire torturer. C'est non. C'est non. Et c'est ça porte le même nom, ça porte la pornographie, ça vise à la même chose, ça vise à détourner l'élan sexuel de la vie vers la mort, de la reproduction de la vie vers la destruction de la vie. On remplace la caresse par les coups, on remplace le plaisir et le bien-être par les cris, par les hurlements. C'est devenu absolument épouvantable. Et c'est de plus en plus comme ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder tous les spectacles provoquants de drag queen, des choses comme ça. C'est toujours la laideur qui est mise en avant. La laideur, la violence, les couleurs criardes, les sons dissonants. C'est diabolique. C'est diabolique. Le sexe est tombé entre les mains de gens diaboliques. Et alors justement, ça tombe bien que tu en parles parce que comme tu as aussi la fibre historienne, ah oui. Pas qu'un peu. J'ai noté un petit peu les dates de naissance et de disparition. Judith Reisman est née en 1935, donc elle aurait eu 90 ans cette année. Elle nous a quittés en 2021, donc il y a 4 ans. Oui. Et puis Alfred Kinsey est né en 1894 et il est mort en 1956. Ouais. Ce qui est assez sidérant dans l'histoire, c'est que 1894, c'est une période, pour brosser un petit peu le contexte, à quelques années d'écart, on a la naissance de Gaulle, de Charlie Chaplin, d'Adolf Hitler. Adolf Hitler et Chaplin sont nés à 4 jours d'écart en 1889. De Gaulle et mon grand-père la même année. Ah. Et de Gaulle est né en 1890. Je suis contemporain du général et d'Adolf Hitler. Voilà, non mais c'est ça. Et Pagnol, je crois que Marcel Pagnol est né en 1890 aussi. Donc Kinsey en fait est né à la fin du 19e siècle et en fait il a pu faire ses horreurs au début du 20e siècle. Et en fait c'est une partie de l'histoire contemporaine, j'allais dire française et mondiale à la fois, qui est un peu occultée parce qu'en fait on pense qu'il y a un puritanisme au début du XXe siècle. On oublie souvent qu'il y a les années folles, qui portent leur nom quand même assez explicite, hein, les années 20, où on a une partie de la population, je pense à l'Allemagne, parce que suivant les intervenants que j'ai pu recevoir, que ce soit Vincent Renoir ou même Valérie Devon notamment, en fait, dans les années 20, ce qui se passait, c'est que il y avait de la dépravation, c'était Sodome et Gomorrhe, et on s'aperçoit que... En Europe, Nicolas, pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. En Europe. Alors, à Paris, c'est clair, c'est les âges de la garçonne, c'est le Charleston, les filles qui ont des robes au-dessus du genou, qui tac. C'est Berlin, la capitale mondiale de la dépravation, de la pédophilie et tout ça. Mais l'Amérique, non. L'Amérique a été relativement épargnée par le mouvement. Et l'Amérique a connu le militantisme de Margaret Sanger, qui pendant les mêmes années, elle luttait pour le contrôle des naissances. Mais la folie de la dépravation des mœurs des années 20 n'a pas attaqué l'Amérique à ce moment-là. D'accord. Alors, justement, ce qui est assez intéressant, c'est quand même que on a cet Alfred Kinsey qui est un petit peu le gourou en chef de j'allais dire, pas seulement de toute une génération, de toutes les générations en réalité. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2025, il y a des gens qui se réfèrent à un gars qui est mort il y a presque 70 ans et qui, que ce soit dans les manuels, que ce soit dans les pratiques, etc., était une des pires ordures qui soit. Et là, il est toujours la référence. Il est toujours la référence. Voilà. Et alors, en plus, voilà, il y a cela. Alors, il y a un passage du livre aussi, parce que j'ai lu page 10 et 11, mais en fait, à la fin de la page 11, il y a quelque chose aussi qui m'a sauté aux yeux. C'est le cas de le dire, puisqu'on parle des écrans. Et là, j'aurais dû sortir, j'ai oublié de le sortir, le bouquin de Michel Desmurger sur la fabrique des crétins digitaux, du crétin digital, parce qu'en réalité, Judith Reisman, déjà, était exposée, et c'est en 72. Donc attention, parce que là, c'est pour ça que ce bouquin est super, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rappellent notre époque moderne. Rien n'a changé, tout n'a fait qu'empirer
par la permissivité et par, j'allais dire, l'intentionnalité de la mafia en quelque sorte. Parce que tu nous parles de Judith qui travaillait pour des chaînes de télé, etc., qui était quand même, voilà, elle avait un sacré métier, c'était une femme d'affaires en quelque sorte. Elle travaillait pour des clips, elle fournissait du matériel éducatif pour enfants à plusieurs musées, etc. Et elle était en contact avec un producteur d'une série qui s'appelait Jim Hirschfield, qui était son patron, qui l'avait embauché. Non, la série s'appelait Captain Kangaroo. Voilà, la série Jim Hirschfield, c'était son patron. Voilà. La série s'appelait Captain Kangaroo, une émission de télévision très populaire. Donc Judith, à 37 ans, est une professionnelle respectée, qui a la chance de pouvoir travailler de chez elle. C'était déjà l'époque du télétravail sur certains points. Quelle chance elle avait de vivre dans un pays où le mérite pouvait à ce point être connu. Tout va bien. Et puis un jour, Jim convoque Judith dans son bureau. Ce père de famille affable, qui toujours lui avait laissé la plus grande liberté, cachait difficilement sa gêne. D'accord ? Et là, quelque chose n'allait pas. Il avait fait faire une étude sur le comportement des enfants face à l'écran depuis que les télécommandes leur permettaient de passer d'une chaîne à une autre sans l'intervention d'un adulte. Écoutez bien dans le public. Et il ressortait de cette étude que les petits étaient invinciblement attirés, comme une hypnose, par les autres chaînes qui montraient des dessins animés au rythme beaucoup plus rapide et violent que celui de Captain. En un mot, quand les enfants zappaient, ils s'arrêtaient là où ça allait le plus vite, indépendamment du contenu. Et donc, Jim demande à Judith si elle peut accélérer le tempo de la série. Captain. Il n'aimait pas ça. Alors, il n'aimait pas ça. Il en était même fâché. Il en était même pour Bob Keeshan, l'acteur du rôle titre dans Captain. Mais les affaires sur les affaires, il fallait capter l'attention du jeune public. On n'avait pas le choix. Dans ce paragraphe, tout est dit. C'est que déjà, on parle de sexualité 72, ce soir. Absolument. Mais attends, on parle de sexualité, c'est une chose. Mais aujourd'hui, sur quoi on voit la sexualité? Sur des écrans, majoritairement. Pas forcément à vie réelle. D'ailleurs, je suis désolé, je vais être cru, mais on dit les gens, ils baissent plus. Que ce soit les jeunes, etc. Il n'y a plus de natalité. Mais j'en suis persuadé que tout est devenu virtuel. Enfin, tout, peut-être pas tout, mais enfin, de plus en plus, les jeunes générations se penchent vers le virtuel. On déçoit personne, hein. On déçoit personne en faisant ça tout seul devant son écran. Hein. Alors, il y a ça. Judith refuse. Non, elle ne va pas se renier et sacrifier la qualité de son travail pour des considérations commerciales. D'autant qu'elle pressent que les images télévisées pourraient avoir des effets néfastes sur le cerveau des enfants. Absolument. Déjà, elle avait compris le truc. Comme les royalties qu'elle percevait de ses prestations lui permettaient de quitter son travail, eh bien, elle décide de retourner sur les bancs de la fac. Et donc, en tant qu'épouse d'universitaire, elle savait de quelles considérations sont gratifiés les gens diplômés, etc., etc. Et donc, elle découvrit, donc au cours, elle retourne à l'université, et c'est ça qui est génial chez Judith, c'est que elle va étudier les médias de masse. En fait, elle fait des études de com, en quelque sorte. Exactement. Elle passe des diplômes et devient docteur en communication. Donc, elle comprend que dans son job, il y a un gros pépin qui est pas naturel, qui est pas logique. Donc, elle retourne sur les bancs de la fac avec le pognon qu'elle a gagné. Donc, déjà, elle s'émancipe et on voit déjà la femme libre qu'elle est à l'époque. Avec 4 enfants quand même. Hein. Un mari et 4 enfants. Hein. Et après, eh bien, au cours de son passage dans les musées avant l'émission Captain Kangaroo, elle avait compris que le cerveau des enfants était remodelé par les stimuli visuels. Quelle humanité était-on en train de façonner? Il lui sembla qu'elle avait là quelque chose à accomplir, et donc elle s'inscrit à l'université de Cleveland. Et en fait, elle découvre rapidement que ce qu'elle soupçonne avait déjà été largement documenté en 72 par un rapport sur la violence à la télévision qui en dénonçait la toxicité. Ce qui revenait à comprendre que les grands médias, en ne relayant pas cet important rapport, s'étaient fait les complices de cette dérive. Et donc c'est là que tout s'enchaîne, parce qu'en fait, elle décide d'entrer en résistance par rapport à cela. Absolument, absolument. D'entrer en résistance, d'aller chercher la vérité, d'aller étudier les mécanismes, d'aller chercher la vérité. Et elle s'est imposée un pensum qui n'a pas dû être rigolo tous les jours, mais d'aller véritablement étudier dans la presse du sexe l'intrusion
progressive, de plus en plus prégnante jusqu'à être absolument évidente, de la sexualisation des enfants, de plus en plus jeunes et de plus en plus souvent dans la presse du sexe. Et ça, c'est extraordinaire comme découverte, parce que moi, j'ai toujours entendu dire que la presse Playboy, c'était des femmes nues. C'est des femmes nues et au milieu, c'est des enfants, c'est des jeunes filles, c'est des petites filles, après c'est des bébés. C'est la presse du sexe a promu, s'est engagée dans la promotion de la sexualisation des enfants et de la transformation des enfants en cible potentielle pour la sexualité des adultes. Bien évidemment, bien évidemment. C'est pas les enfants entre eux, hein, dans l'histoire, c'est les enfants comme cible ce qu'on appelle des pédophiles, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, elle a découvert tout ce monde-là. Elle est tombée des nues. Elle est tombée des nues. Elle s'attendait pas du tout à trouver ça. D'ailleurs, elle est tombée des nues d'emblée. Et puis après, elle est devenue vraiment la spécialiste, l'experte. Et elle a été reconnue comme telle. Et c'est parce qu'elle a été reconnue comme telle par les gens qu'il fallait que le système s'est déchaîné contre elle. Mais déchaîné. Ça a été une horreur. Ça a été une horreur. Elle est restée droite comme un nid. Je pense qu'on ne peut surmonter une telle violence que si on a la grâce. Je veux dire, il faut avoir ses convictions chevillées au corps et croire à son destin, quoi. Parce que je pense que, je veux dire, quand vous avez tout le système, toute la presse contre vous, vous avez le Congrès, c'est-à-dire c'est comme si, imaginez demain matin, cher Nicolas, que le Parlement, que la Chambre des députés, plus le Sénat, plus tous les machins se déchaînent contre toi et te convoquent pour t'accuser de. Enfin, je veux dire, c'est horrible, c'est horrible. Et toute la presse sort des manchettes en disant tu es comme ci, tu es comme ça et tout. Et elle a surmonté tout ça. Alors ça s'est pas fait contre moi à titre personnel, mais ça s'est fait quand une partie des Français, ça s'appelait le pass sanitaire et le pass vaccinal. Absolument. Ça a déjà eu lieu avec la complicité et la collaboration de beaucoup de députés. Ça se fait en ce moment pour l'euthanasie. Et justement, c'est pour cela que le camarade Rémi de Juste Milieu a évoqué l'euthanasie et des références que toi-même tu fais dans ton bouquin de Pierre Simon, notamment. Absolument. Sur le planning familial. Donc, je tenais à faire la liaison entre vos différentes versions à chacun parce que ce qui est en fait, il faut comprendre que Alfred Kinsey, c'est le Raël de la sexologie, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à lobotomiser, entre guillemets, des grands pontes d'université, qui ont fait des rapports, parce que là, page 17, tu nous parles de Paul Gebhard, qui a fait un rapport aussi, et qui a succédé à Kinsey à sa mort en 56, quand même, qui évoque les orgasmes enfantins qu'on trouvait dans les bouquins, parce que Kinsey, il y allait pas de main morte, hein, si je puis dire. Je veux pas faire de jeu de mots morbides, mais il parlait d'orgasme, il testait les gamins dans la sexualité. C'est pire que des raclures, j'allais dire. On connaît des langues ou des Cohn-Bendit. Je dirais pas que c'est des enfants de cœur à côté, mais ce sont les héritiers en quelque sorte à leurs différents niveaux. Mais on voit que page 17, je cite, eh bien, tu nous dis en 81, les choses avaient bougé dans la vie de Judith. Elle avait divorcé d'Arnold et forte de son doctorat, passé à l'université Case Western Reserve et âgée pour lors de ses 46 ans, elle s'envola pour Israël suivre ses filles qui s'y étaient installées. Donc, elle se posa à l'université hébraïque de Haïfa sur le mont Carmel où elle venait de faire la recherche. Assise à son bureau qui dominait la baie, elle regardait le fameux best-seller de Kinsey, Le comportement sexuel de l'homme. Et là, elle n'en croit pas ses yeux. Elle avait pourtant lu plusieurs biographies du maître, des articles élogieux, etc. Mais là, elle tombe sur un tableau qui rendait compte des orgasmes observés sur des enfants. Et là, il y a un truc qui va pas, quoi. Orgasme enfant, qu'est-ce qui se passe? Avec la fréquence des orgasmes observés chez des garçons, dont l'âge était compris entre quelques mois et 14 ans. Et là, justement, il y a Paul Gebhard qui entre en ligne de compte, à qui elle écrit pour lui demander comment ils ont obtenu des données. Et à sa stupéfaction, Paul Gebhard lui répondit à peine un mois plus tard qu'ils avaient obtenu ces résultats grâce à la collaboration de parents, d'enseignants maternels ou en primaire et d'homosexuels qui avaient utilisé des techniques orales et manuelles pour déclencher des orgasmes. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'était que ce cauchemar? Et là, ensuite, je te laisse nous raconter parce que elle est conviée au 5e congrès international de sexologie, où c'est là qu'elle va se prendre
La C'est là qu'elle va comprendre ce que c'est que la profondeur de la trahison des élites, parce que le 5e ou 6e congrès mondial de sexologie se tenait à Jérusalem cette année-là, c'est-à-dire en 1981, et elle a été conviée parce qu'elle avait fait, comme elle était experte, enfin, elle était docteur en communication et qu'elle avait fait son doctorat sur la presse du sexe, elle a été invitée à ce titre à faire une intervention, et là, elle a dénoncé, elle est montée à l'estrade avec le fameux tableau numéro 34, avec les déclarations de Kinsey qui racontent que les enfants, on voyait qu'ils jouissaient parce qu'ils poussaient des cris, parce qu'ils pleuraient, parce qu'ils essayaient de fuir, parce qu'ils faisaient des convulsions, parce qu'ils s'évanouissaient, etc. Enfin, on voyait des enfants qui souffraient, qui essayaient d'échapper à la souffrance et à la torture, et il appelait ça des orgasmes, et il montrait qu'un enfant de 4 ans avait eu 26 orgasmes en 24 heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'était un cauchemar. Donc, elle est montée à la tribune de ce congrès, dans lequel il y avait tout le banc et l'arrière-ban du monde sexologique mondial. Et il y avait notamment tous les Français. Alors, je n'ai pas la liste des Français qui étaient présents, mais Pierre Simon y était forcément, Gilbert Torgman y était forcément, parce que ces gens-là étaient à la pointe de la sexologie française. Et je ne vais pas donner les autres noms, parce que ces deux-là sont morts, mais il y en a d'autres qui sont vivants, je ne voudrais pas qu'ils m'envoient à la 17e chambre. Donc, elle a dit, tout le Gotha de la sexologie mondiale était là, et elle leur a dit, elle leur a montré, elle leur a démontré par A plus B que Kinsey était un criminel, et qu'on n'appelle pas orgasme des enfants des hurlements, des tentatives de fuite et des évanouissements et des crises d'épilepsie. C'est absolument monstrueux. Donc, elle a fait un discours, elle a lâché une bombe, elle a d'une part dénoncé l'horreur et d'autre part, elle a lancé un appel à ce que le monde scientifique et académique se ressaisisse et fasse le bon choix en direction de la vie et de la morale et non plus de ces horreurs. Eh bien, ils l'ont chassée du Congrès. Quand elle a eu terminé son intervention, personne n'a bougé, elle attendait un tonnerre d'applaudissements, elle a eu droit à un gars qui a dit, il n'y a pas de question, on arrête. Il y a quand même un journaliste suédois qui a essayé de remuer la salle. Il a pris le micro en disant, vous allez vous réveiller là, vous avez entendu ce qu'a dit cette dame, c'est pas possible, on aura entendu une mouche voler, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Donc on l'a poussé dehors. Son assistante qui est restée derrière, elle a entendu les organisateurs du congrès en disant, celle-là, il faut absolument la neutraliser. Et ils ont mis la gomme pour la neutraliser. Alors ce qu'il faut savoir quand même, et ça c'est une grande et belle chose, c'est que ce genre d'intervention, ce genre de combat n'est jamais perdu a priori. Il y a des gens qui l'ont entendu, qui sont retournés aux États-Unis, qui en ont parlé à d'autres gens, qui ont fait qu'elle a été invitée à des émissions et qu'elle a commencé à tourner aux États-Unis, invitée ici, invitée là. Des gens se sont joints à elle et une véritable petite communauté d'intellectuels. Alors, il y avait beaucoup de gens qui avaient comme elle un doctorat, pas uniquement, mais il y avait quand même des gens assez haut gradés dans l'université qui ont rejoint son combat et qui ont décidé de faire connaître la vérité. Mais c'était vraiment c'est marginal ce que pouvait faire ce petit groupe de gens par rapport à l'énorme force médiatique qui était derrière tout ça. Les médias étaient, tu te rends compte, les médias et l'université étaient d'accord. Les médias et l'université étaient d'accord pour dire que n'a pas changé depuis. Kinsey avait raison, mais c'est bien. Les enfants. Il y a une dame à la fin de son intervention à Jérusalem. Il y a une sexologue suédoise qui dit oui, je suis d'accord avec vous. C'est choquant qu'on ait masturbé ces enfants sans leur demander leur avis, parce que si on leur avait demandé leur avis, elle était d'accord. Non mais oh, c'est ça que ça veut dire, sans leur demander leur avis. Je lui ai dit mais ça veut dire que s'ils avaient dit oui, bah oui. Non mais c'est des dégénérés. C'est des dégénérés. Je veux dire, on a perdu le sens commun. Tu sais, j'aime bien dire, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En latin, on dit vox populi, vox dei. Si la population dans son ensemble, cette population qui est abreuvée, biberonnée de cochonneries sur la télévision, si la population savait ce qui se fait vraiment, mais ça se terminerait demain matin. Tout est fait pour que cette vérité-là ne soit pas connue. Ces gens masturbent, torturent, manipulent des enfants, ils disent que ça les fait jouir et ensuite ils disent qu'il faut leur apprendre à le faire entre eux puis après avec des adultes. Mais c'est ça qui dirige le monde. C'est ça qui dirige le monde. Ce sont ces gens-là qui dirigent le monde. C'est pas difficile. Les programmes de Kinsey sont relayés par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, l'UNICEF, le Conseil économique et social et puis, il n'y a rien d'autre. Toutes les institutions internationales. Toutes les agences, toutes les grandes agences de l'ONU. Toutes celles qui, durant le Covid, ont incité les gens à se faire piquer, ont incité au harcèlement d'État envers les enfants, ont incité
les inspections, les rectorats, j'allais dire tous les hauts fonctionnaires de l'État et des différentes corporations et domaines d'activité du pays à faire preuve de zèle, à être corrompus moralement, financièrement. Encore aujourd'hui, on est en train j'allais dire, de séparer et d'étaler un petit peu tout le devoir de mémoire du Covid, parce qu'on se rend compte en fait que c'est dans ce magma tyrannique covidiste que l'éducation à la sexualité a pu prendre tout son envol, parce que la théorie du genre, ça fait plus de 10 ans qu'on entend parler. Oui. Toi, il y a eu Farida Belgoul, il y a eu Claire Sévrac, il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé chez Tepa à l'époque, et paix à son âme, parce que déjà à l'époque, on aurait il a dû fait beaucoup pour ça, oui. voilà, 2013-2014, ça commençait déjà, et on est en 2025, ils continuent leur plan, c'est prévu jusqu'en 2030, voire même 2035, voire même 2037, il y a certains rapports là-dessus. Le but, c'est quoi? C'est de légaliser la pédocriminalité en commençant à l'école, parce qu'il y a une phrase, moi, qui m'a interpellé, je pensais en parler tout à l'heure, mais c'est une phrase que tu dis, qui est page 184 du livre. Alors celle-là, il faut que les gens l'écoutent, parce que faut d'ailleurs que l'émission soit téléchargée, je vous le conseille, parce qu'on sait jamais avec la censure. Alors, où est-ce que je vais commencer? Tu parles de Tim Tate, qui est agnostique, socialiste et favorable aux droits des gays. Il se présente. C'est un journaliste britannique, un ami de Judith, qui a priori est opposé à ce qui motive Judith. Pourtant, il était là pour dire ne touchez pas aux enfants. Tim Tate est de ceux qui ont toujours voulu qu'on parle sexe. Il y avait jadis un État américain dans lequel la loi interdisait de rire pendant les rapports. Une réforme de ces mœurs n'était-elle pas souhaitable? Mais tout ce qui prétend relever de la science du sexe est imposture. Jamais Kinsey n'a été supervisé par quelque scientifique que ce soit, et tout ce qui vient de lui a été fondé sur le viol de plus de 2000 enfants. N'a-t-on pas dit qu'il était impossible de prendre en compte les résultats des expériences qu'un certain Dr Mengele avait faites pendant la guerre car elles étaient criminelles? Comment ose-t-on relever ceux de Kinsey? Qui a supervisé son travail? Ce sont des pédophiles, alors je dirais pédocriminels même, qui disent que leurs victimes ont joui, et ce sont leurs assertions qui justifient toute la politique d'éducation sexuelle à l'école. L'un des anciens collègues de Kinsey, que le journaliste avait interviewé dans son film, lui avait d'ailleurs avoué: si nous éduquons les enfants au sexe, alors ils aimeront le faire avec nous. Voilà. Tout est dit. Cette phrase résume tout ce qu'on est en train de vivre. Tout est dit. Si Tout est vos dit. enfants apprennent l'éducation à la sexualité à l'école, c'est pour qu'ils soient plus malléables pour les pédocriminels. C'est pas pour lutter contre la pédocriminalité. Ça, c'est le contraire de ce qu'on veut vous faire croire. C'est ce qu'on veut vous faire croire, justement. Mais c'est le contraire qui se passe. C'est pas parce qu'on va apprendre à une gamine de 4-5 ans qu'on peut se foutre un doigt dans le cul ou qu'on peut lécher le gland de son partenaire, parce que c'est ça aussi qui est appris. Mais c'est ça qui leur manque. Là, ce que je dis, c'est presque soft à côté. C'est-à-dire que Marc Dorcel, c'est un petit joueur à côté. C'est-à-dire que là, on apprend à nos gamins, en fait, à être des victimes de pédocriminels. Et ça, c'est intolérable. Et tous ceux qui... Attends, on leur apprend pas seulement à être victime, on leur apprend également à être prédateur. Parce que un petit garçon, on a plusieurs cas, il y en a des wagons, mais il y en a plusieurs qui ont été répertoriés, d'un petit garçon qui viole une petite fille, et il le fait à la sortie d'un cours d'éducation à la sexualité. Il n'y avait jamais pensé, il sort de là, il est en pleine érection alors qu'il n'est pas l'âge, il est tout petit, mais on lui a déclenché à la fois le désir et l'image, le désir et le besoin, et il passe à l'acte. Pourquoi il ne passerait pas à l'acte à partir du moment où on a exclu la morale? On a exclu de dire c'est bien ou c'est mal. De dire c'est bien ou c'est mal, ça devient mal. Voilà, il ne faut plus parler du bien et du mal. Il faut parler que de j'avais envie, voilà, j'ai bien le droit. Non. Les rapports entre les gens, c'est pas j'avais envie, j'ai bien le droit. Non, il y a des tas de choses dont j'ai envie. Pour répondre à Marc Girodel, non. Tout le monde ne le sait pas, déjà. C'est pas parce que vous êtes sur la chaîne YouTube que tout le monde le sait. Certains vont peut-être l'apprendre ce soir. Et il faut le marteler. Oui, je sais, jusqu'à gueuler s'il le faut, parce que ça suffit. Je sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants ou quoi que ce soit, mais même si vous n'en avez pas, faut penser à l'avenir, parce que l'avenir, ça va être des gens qui vont être aussi hypocondriaques que Michel Drucker. Dès lors qu'ils vont avoir un petit bobo, ils vont penser qu'ils vont mourir et ils vont aller engorger les urgences où il n'y a plus de médecins. Ils vont demander à se faire euthanasier à l'âge de 13 ans parce qu'ils sont dépressifs.
et puis après ils vont apprendre à se foutre un doigt dans le cul à l'âge de 5 ans. Alors si c'est ça l'avenir, moi je dis non. Et je le gueulerai tant que je le pourrai et le voudrai. Et personne m'empêchera de le faire. Surtout sur ma chaîne YouTube. À bon entendeur, Surtout salut. si les gens trouvent qu'on crie trop fort, ils peuvent couper le son. Exactement. La chaîne YouTube, il y en a 15 000. Vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis. Non, mais parce que il y a quand un type qui est venu m'agresser sur ma chaîne récemment en disant la mère Sigo, elle répète toujours la même chose. Mais comment il le sait? Mais qu'ils aillent se faire foutre, regarde. C'est pas possible, ça. Non, mais sans déconner, ces gens-là, tu les vois jamais. La plupart du temps, ils vont, comment dire, ils vont dire, ah ben, ça change pas, c'est toujours la merde, etc. Mais fais quelque chose d'abord, produis quelque chose. Et après, tu viendras la ramener, quoi. Mais à un moment donné, on ne touche pas aux enfants. Point, à la ligne. Sinon, il y a la tombe qui est prête dans le jardin. C'est aussi simple que ça. Parce que ces gens-là, les Kinsey, il y en a des milliers aujourd'hui. Ils sont au pouvoir. Moi, je suis désolé. L'affaire Trogneux, ça m'emmerde à un point, t'imagines même pas. C'est pour ça que je fais pas d'émission là-dessus, parce que je préfère qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé pour Mélanie hier, qui s'est fait assassiner par un gamin de 14 ans. S'il y a des gens qui trouvent ça normal en France en 2025, moi je dis non. Un gamin de 14 ans qui tue une femme de 31 ans suite à des contrôles de sac, il y a un truc qui va pas. Voilà. Et l'autre qui va nous dire, faut arrêter de vendre des couteaux. Et c'est qui ces gens-là? C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. À un moment donné, enfin, je sais pas. Alors, encore une fois, toi qui as connu Claire Sévrac, elle disait ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Mais non seulement on leur pardonne pas, on sait ce qu'ils font et on combattra jusqu'au bout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous pourrez nous laminer, vous pourrez nous critiquer, etc. Quand il s'agit des enfants, de toute façon, c'est rédhibitoire. Quand il s'agit des enfants, il y aura toujours du monde sur la route. Et je pense que malheureusement, tant qu'on n'a pas suffisamment touché aux enfants, il n'y aura pas de révolution. Ça et les frigos vides. Je crois que c'était toi qui me le disais dans une émission. Je sais plus qui me l'a dit. C'est on touche aux enfants, on touche aux frigos. C'est là que ça va bouger. Pour l'instant, les gens sont. Les enfants. Il y a trop de confort. On n'est pas encore. Faut pas toucher, c'est le pain et les enfants. Voilà. Pour l'instant, apparemment, il y a trop de confort. Il y a toujours des gens qui peuvent aller en vacances et qui peuvent faire des caddies à 500 € le truc, qui peuvent toujours bouffer comme pas possible. Mais apparemment, c'est pas suffisant. Si on touche aux enfants, alors certains acceptent qu'on touche à leurs enfants, puisque tu le dis dans ce bouquin. À l'époque déjà, il y a plus de 50 ans, c'était avec la complicité des parents. Donc c'est quand même incroyable que d'il y a 50 ans. Eh bien, non, c'est pas avec la. Faut pas comprendre ça comme ça. Tu parles de la complicité des parents pour le viol des enfants, c'est avec la complicité de parents pédophiles. C'est pas évidemment, c'est pas n'importe quel parent. Notamment, il y a j'en parlerai dans le prochain livre qui va sortir bientôt. Il y a notamment une femme de Esther White qui raconte qu'elle était violée par son père et par son grand-père. Voilà. Donc sa mère était bien évidemment pas au courant. Et puis bon, ça s'appelle l'inceste. Donc on peut pas généraliser que les parents, les parents incestueux représentent les parents. Les parents incestueux ne représentent que les parents tout court. Donc voilà, faut quand même pas généraliser. Ce que je crois, c'est que depuis le temps que j'en parle, parce que je suis quand même au courant de ces choses-là depuis très longtemps, tous les gens à qui j'en ai parlé autour de moi ont nié que c'était possible. Ils m'ont dit, c'est pas possible, pas dans l'école de ma fille, pas dans l'école de mon fils, je ne le crois pas. C'est pas une façon d'accepter. C'est au contraire une façon de dire, je te crois pas, ce que tu dis est impossible. Ce qui veut dire que des gens comme ça, quand ils vont comprendre que non seulement c'est possible, mais que c'est vrai et que c'est grave, ça veut pas dire qu'ils vont dire, ah ben oui, d'accord, pardon, je me suis trompé, continuez sans moi. La révolte est possible. La révolte est possible. Alors, c'est vrai que la lobotomisation, elle est très progressive. Elle se fait encore une fois, Marion, je suis désolé de te couper, mais ce narratif-là, c'est comme le Covid. C'est exactement pareil. D'ailleurs, j'allais dire, les deux thèmes sont arrivés à peu près au même moment au niveau de la propagande. C'est-à-dire que les injections, tous vaccinés, tous protégés. Voilà. Et puis, tu avais des gens, ils ont été vaccinés 2-3 fois et ils se sont dit, bah, j'ai pas eu d'effet secondaire, donc ça fonctionne. Tant qu'ils n'ont pas été touchés, ou tant qu'ils n'ont pas perdu toute leur famille, ou au moins un proche qui avait 15 ans et puis qui après une dose, pam, il est tombé. Et encore, certains sont dans le déni. C'est-à-dire que, attends, t'as lassé tes chaussures, pof, crise cardiaque, t'as 30 ans. Ah bah, ouais, comment dire, peut-être que c'est la chaleur, peut-être que c'est le réchauffement climatique. À un moment donné, là, on peut plus rien faire. Là, il y a plus rien. Là, il y a erreur 404, là, c'est plus possible. Non, mais c'est ça, il y a un bug dans le système, là. La matrice, elle est morte.
Bah, par contre, pour les enfants, c'est pareil. Et on m'avait raconté que dans certaines écoles, on apprenait aux gamins à prendre une banane, à mettre un préservatif dessus. Alors, moi, je sais pas. Et les garçons devant les filles et les filles devant les garçons. C'est-à-dire que on oblige les enfants à une mixité intolérable. Parce que on disait la mixité, moi quand j'étais petite, il y avait les classes de garçons, les classes de filles. Maintenant, c'est la mixité pour tout le monde en disant, bon, bah, il n'y a pas de raison, il faut pas voir le mal partout. Puis le mal, on l'introduit. Faut pas voir le mal partout. Alors, justement, le débat se pose. Il y est le mal partout. Je pense qu'on doit pouvoir débattre de tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'école des filles, à l'école des garçons? Alors on va mais moi, j'ai trouvé ça très bien, l'école des filles et l'école des garçons. Ça ne nous empêchait pas de trouver les garçons le jeudi après-midi. Moi, j'étais dans une école de filles. Ça n'a jamais empêché de fonder des familles après, hein, en tout cas. Pardon? Ça n'a jamais empêché de fonder des familles après. Hein. Non, mais enfin, c'est clair que, attends, les écoles de filles et les écoles de garçons, en tout cas, toutes les écoles primaires étaient comme ça. Il y avait école de filles et école de garçons. Et moi, je me souviens très bien d'avoir vu de mes yeux vus que la cour de récréation des filles, c'était la marelle, la balle au mur et la corde à sauter. Et puis, chez les garçons, le jour où la porte s'ouvrait pour faire passer une femme de service ou quoi aux caisses, dans la cour d'à côté, ils se mettaient sur la figure, ils boxaient. Bon, bah, je suis désolée, mais les mêmes qui boxent, si tu les mets avec les filles, ils vont boxer les filles. Et ça, j'en ai des souvenirs assez vifs. Quand j'étais gamine, quand on était en 6e, 5e, 4e, on allait à la piscine avec le lycée. Eh bien, systématiquement, les garçons nous brutalisaient quand on était dans la piscine. Le grand jeu, c'était de se mettre à 2 garçons, d'attraper une fille et de la balancer à l'eau. C'est-à-dire que systématiquement, les garçons, quand ils étaient avec les filles, ils étaient violents. Mais systématiquement. Et c'est pas idiot de les séparer. Ça n'empêche pas de se retrouver en dehors des heures obligatoires. Mais pendant les heures obligatoires, séparez-les. Pourquoi pas? Quel est le problème? Il y a quantité d'occasions de se rencontrer entre garçons et filles. Moi, j'avais tout un tas de copains garçons. On avait toute une bande dans la rue. Les amis de mes parents avaient des garçons. Il y avait une petite rue à Clamart qui était piétonnière. Une petite rue. C'était encore assez campagnard, Clamart à l'époque. C'était une rue piétonnière. On passait tous nos jeudis après-midi à faire du vélo, du patin à roulettes, à jouer à ceci, à jouer à cela, garçons et filles mélangés. Mais le lendemain matin, à l'école, c'était les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et c'était très bien comme ça. C'était pas une mixité imposée. C'était une mixité choisie. La mixité choisie, c'était celle des loisirs. Encore une fois, tout ça a été organisé parce que tu nous parles aussi de la pilule, la loi Neuwirth, notamment, 67, je crois. 67, oui. Tu nous parles de la révolution sexuelle, mai 68. Je vais pas revenir, même si... Oh si, je vais revenir quand même. Parce que je pense qu'elle n'a pas été assez rappelée. Et puis le problème de notre population, comme en général, c'est la perte de mémoire, l'anesthésie générale et l'Alzheimer précoce. Alors j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont Alzheimer, les vrais malades, mais pour ceux qui sont dans le déni, c'est pas la même chose. Faut rappeler qu'en 77, il y a eu une tribune dans Le Monde et Libération pour l'apologie de la pédocriminalité. Absolument. Et que ceux qui sont encore vivants, il y en a quand même qui ont publié chez Gallimard, un certain Maznef, pour ne pas le citer. Toujours vivant, Jacques Lang, toujours debout. Voilà, pas plus inquiété que ça. On a quelqu'un qui est à l'Institut du monde arabe qui se fait 10 briques par mois et puis qui a été réactualisé durant le Covid, parce que durant le Covid, on a pu faire toutes les saloperies possibles et inimaginables en catimini. Comme on était tous confinés, forcément, c'était pratique. On a quelqu'un qui passe son temps à aboyer sur les plateaux de télé et à dire ce qu'il pense sur tous les sujets alors qu'on s'en fout. Qui est le Dany le Rouge. On a tous ces gens-là qui ont participé à ça. Et puis il y en a une autre, alors sur un autre registre aux États-Unis, pareil, née en 1879 et morte en 1966, Margaret Sanger. Alors elle, qui est quand même particulière pour le contrôle des naissances. Donc il fallait y penser quand même. Je te laisse en parler. Margaret Sanger, elle est l'initiatrice de ce qui s'est appelé le Planned Parenthood, qui a été traduit en français par le planning familial, ce qui est un contresens. Pourquoi dit-on pas planification familiale? Il n'y a qu'à dire Planned Parenthood ou alors planification familiale. On a voulu faire américain parce que voilà, c'est pour montrer d'où vient l'influence. Et Margaret Sanger, elle était partisane de découpler, et en ça, son combat était tellement victorieux, découpler la sexualité de la reproduction. C'est-à-dire qu'on fait l'amour pour se faire plaisir et pour faire des bébés, ça sera sur contrat, avec autorisation, après avoir en fait, c'est un permis de naissance, quoi.
C'est un permis de parenté. Margaret Sanger a voulu que les gens ne puissent pas se reproduire sous prétexte qu'ils en ont envie et qu'ils en ont les moyens. Que le fait de se reproduire, ça soit quelque chose qui relève de l'État, qui relève de la collectivité, et que les pauvres, les gueux et les noirs, parce que ça c'était obsessionnel chez elle, ne puissent pas se reproduire ou ne se reproduisent qu'en très très petit nombre. Elle a été obsessionnellement déchaînée contre la sexualité des noirs. Et d'ailleurs, les services qui ont lancé des expériences absolument terribles de sexualisation des enfants, ils sont allés faire ça dans les quartiers noirs. C'est bien, hein, c'est bien. Hein. Pourquoi ont-ils choisi ces quartiers-là pour faire leur saloperie? C'est vraiment invraisemblable. C'est vraiment invraisemblable. Donc, Margaret Sanger, son truc, c'est il faut absolument réduire la population, découpler la sexualité de la reproduction et faire en sorte que les gens fassent l'amour sans faire des bébés. C'est-à-dire qu'elle était eugéniste. Elle voulait réduire la population. Elle disait la menace sur la population mondiale, c'est la surpopulation. Et alors ça, c'est un fantasme. J'ai quand même parlé avec plusieurs démographes, notamment Philippe Boursier de Carbon, qui a quand même fait toute sa carrière dans la discipline, qui disent que tout ça, c'est manipulé. Quand on veut faire croire aux gens qu'il y a une surpopulation mondiale, on prend des prises de vue, on fait des prises de vue de rassemblement de gens et on leur dit regardez, et on généralise en disant regardez, ça déborde. Ça ne déborde pas, le monde ne déborde pas, ça n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et d'autre part, quand on regarde je suis en train de regarder un truc sur les femmes à la peau noire. Oui, effectivement, je confirme qu'on a voulu stériliser les falachas, qu'on appelle les Éthiopiens là-bas, parce que falacha, c'est une insulte. Donc, pour revenir à Margaret Sanger, l'idée, c'est de dire la population mondiale va déborder, ce qui est faux, c'est de la propagande, et il faut empêcher les gueux de se reproduire, et ceux qui auront le droit de se reproduire ne le pourront que sous le contrôle de l'État, c'est-à-dire avec un permis de reproduction. Ça a donné le Planned Parenthood qui est devenu le planning familial. Et à l'heure actuelle, le planning familial, c'est la planification familiale monoparentale sans enfant. Oui, et puis on peut rajouter aussi… On est d'accord, je répète, planifier des familles monoparentales sans enfants, c'est-à-dire des célibataires, c'est plus la famille. C'est le planning familial est là pour éradiquer la famille. Détruire la famille. On appelle ça planning familial, c'est-à-dire que le mot en lui-même est mensonger. C'est une honte d'appeler ça planning familial. Ah oui, planning familial qui détruit la famille. Détruit la famille. Planifier la famille, c'est faire en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est faire en sorte qu'il y en ait pas. Tu sais, c'est comme les mots mensongers de laïcité, hein, qui est une religion de la franc-maçonnerie, qui ne dit pas son nom, en quelque sorte. C'est la novlangue. C'est la novlangue, c'est les mots qui disent le contraire. Exactement. Mais justement, Marion, à ce propos, tu parles de la dépopulation. Faut rappeler le rapport de Denis Meadows en 72. Et puis avec Pierre Hillard, on a aussi évoqué le plan Koudenov-Kalergi, qui a un siècle cette année. J'en ai parlé avec Giorgio Bombassi concernant l'émission sur Bilderberg, parce que lui, il allait encore plus loin. Alors je sais que ça a choqué beaucoup de gens qui m'ont même insulté de racisme, mais ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Kalergi, qui étaient 100 fois plus racistes que nous tous réunis. Parce que lui, il considérait qu'il y avait les négroïdes, il avait les nègres, etc. Voltaire ne disait pas autrement. Hein, absolument. Les nègres sont des races inférieures. Hein, alors quand on me dit que le racisme, que la notion de race n'existe pas, je m'inscris en faux à titre personnel. Les races existent. Sinon il y aura pas de racisme. Ça me paraît assez logique. Enfin, je suis désolé. Ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir. Je sais que les socialistes ont voulu enlever le mot race du dictionnaire. Déjà, dans les racistes. Voilà. Les socialistes n'ont pas beaucoup de leçons à donner quand on voit comment ils ont saccagé le pays. Hein, et ils n'ont pas été les seuls. Mais donc, de ce fait, il faut bien se rendre compte que Kalergi voulait à la fois faire un métissage international, prendre tout le Moyen-Orient et toute l'Afrique et le métisser à l'Europe pour faire disparaître les Blancs. C'était ça le projet de Kalergi. C'est le but, Voilà. Pour ensuite réduire le quotient intellectuel, parce que dans son esprit, je précise que c'est dans son esprit, c'est pas dans le mien, c'est dans son esprit, et bien comme ça permettrait de réduire le quotient intellectuel à l'échelle mondiale. C'est idiocratie en fait, mais en avance, et que plus les gens sont cons, plus ils sont manipulables, et plus les élites restantes sur la planète, à l'échelle de 500 millions,
pourrait asservir les esclaves qui resteraient. Voilà. C'est à peu près le plan de Kalergi en 1925. Hein. Ouais. Et ça a été écrit. Donc encore une fois, c'est un peu comme Hitler. Il a écrit Mein Kampf, et comme personne ne l'a lu, eh bien cet été, le 18 juillet, on fera une émission spéciale avec Vincent Renoir. J'espère qu'il sera pas en prison d'ici là. Et on fera une analyse de texte sur Mein Kampf pour savoir vraiment ce qui a été dit dans le bouquin d'Hitler. Et encore une fois, ce ne sera pas l'apologie du nazisme ou quoi que ce soit. Ce sera juste une analyse impartiale et factuelle de ce qui a été écrit dans Mein Kampf. Parce que pour moi, on peut pas blablater sur du vide si on n'a pas lu les textes. Alors, lire, c'est pas une maladie mentale, hein, c'est quelque chose que chacun peut faire. On prend 5 minutes dans sa journée, c'est pas impossible, et on lit 3 lignes et on essaye de comprendre. Voilà. Moi, ce que je suggère, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Nicolas. Ce que je suggère, c'est que le public acquiert auprès des éditions Saint-Rémy, excellente édition qui ont publié Judith Reisman, que le nouvel ordre des barbares du docteur Richard Day, ils ont dans ce petit livre qui fait à peu près une centaine de pages, peut-être même un petit peu moins, donc c'est vraiment c'est un achat qu'on peut s'offrir assez facilement. Il faut absolument se procurer ce livre. C'est le récit du nouvel ordre mondial raconté en 1969 par un directeur du planning familial. Et il ne parle pas que de sexe, il parle d'euthanasie, il parle de ne pas soigner les maladies existantes. Le but, c'est de réduire la population, d'accord? Les gens malades, on ne les soignera pas. Les gens trop vieux, on les éliminera. La sexualité, ça servira à jouir tout de suite maintenant sans faire des bébés. Ça va être la généralisation et la facilitation tous azimuts de l'avortement. Ça va être la sexualisation des enfants en même temps que la pilule, etc., etc. Et ça va être également le fait de rendre la vie des gens de plus en plus difficile, de telle sorte qu'ils ne soient jamais tranquilles nulle part. Par exemple, il dit, on construira des grands bâtiments comme des ponts ou des gros immeubles avec des failles, et ces ponts et ces gros immeubles s'effondreront pour ancrer dans la population un sentiment d'insécurité permanent. C'est diabolique. C'est diabolique. Et c'est le planning familial. C'est paru en 1969. Le docteur Day a dit, je peux vous en parler maintenant parce que le plan est prêt et qu'on ne peut plus l'arrêter. C'est-à-dire que c'est de toute évidence le plan initié par Margaret Sanger et ses petits camarades. Margaret Sanger, c'était une très belle femme qui a mené la grande vie, elle a eu plusieurs maris très riches et tout. Elle était quand même à coquiner avec la grande industrie américaine. C'était pas n'importe qui. Elle a fait financer des recherches sur la pilule. Auprès de qui est-ce qui peut se lancer dans des recherches sur la pilule? Elle avait les gros industriels américains avec elle. C'est vraiment, le plan tel qu'il a été conçu, alors à la fin du 19e siècle, tel qu'il a été élaboré au début du 20e et tel qu'il a été rendu public en 1969. Et 1969, le programme a été rendu public au moment de l'explosion de la révolution sexuelle, parce que la révolution sexuelle mondiale, c'est 67, 68, 69. Et c'est ces années-là que ça explose. Alors je recommande les éditions Saint-Rémy, ESR, le nouvel ordre des barbares du docteur Richard Day. Est-ce que tu pourras le mettre en exergue? Alors, c'est 1969. Dis-moi Docteur Richard Day, D-A-Y, comme le jour. D'accord. Le nouvel ordre des barbares, aux éditions. Le nouvel ordre des barbares. Voilà. Alors, et c'est le planning familial. Planning familial, qui a quand même ses bureaux absolument partout en France. Le planning familial aide les femmes, elle n'aide pas les femmes, il aide les avortements. Tu sais ce que j'ai compris, moi, enfin, ça fait partie de mes grandes ton travail de recherche. Et puis des grands bouleversements de ma vie. Moi, j'ai cru que l'avortement, on avait transformé ça en droit. C'est pas un droit, c'est une injonction. Une fille qui veut faire un bébé, on lui dit, mais enfin, tu peux avorter, pourquoi tu fais un bébé? En fait, le problème, c'est que, incroyable, sans tomber sur le débat sur l'avortement, parce que c'est pas tout à fait le sujet de la mission, même si tu en parles dans ton livre, c'est que, en réalité, ce qui devrait être exceptionnel par principe devient une banalité et une normalité. L'euthanasie, j'ai fait 3 émissions sur l'euthanasie récemment. Donc chacun aura, j'allais dire, la vision des choses. L'euthanasie, au départ, quand on est dans d'atroces souffrances et qu'on accompagne des victimes, des patients, pardon. Tu vois, comme quoi lapsus révélateur. On accompagne des patients qui sont dans un état tellement
impossible, qu'on peut plus rien faire, ça peut se comprendre. Et encore, on n'a Non, pas mais besoin de loi les pour ça. soins palliatifs, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est Mais ça. les soins palliatifs, c'est pour atténuer la souffrance. C'est ça qu'on réclame. Mais le C'est problème, ça c'est qu'on réclame. qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qui partait en général d'un bon sentiment a été totalement dévoyé. Et là, pour l'euthanasie, j'invite les auditeurs à revoir les émissions sur le sujet, où on diffuse à plusieurs reprises dans les émissions la vidéo de Jean-Louis Touraine, qui est un ancien député socialiste qui est au Grand Orient de France, parce que ce sont les francs-maçons qui écrivent la loi sur l'euthanasie. Macron l'a dit Toutes les lui-même. lois, laisse tomber, toutes les lois. Bien sûr, non, mais je sais bien. Mais voilà. Mais pareil, sur l'éducation à la sexualité, ça sort pas de la cuisse à Jupiter. Là, il y a qui sait, il y a l'OMS, il y a des lobbies, il y a des associations, il y a des parlementaires qui ont peut-être aussi des liens d'intérêt, un peu comme le rapporteur sur l'euthanasie, qui est membre d'honneur de l'association sur le droit à mourir dans la dignité, qui est une association maçonnique à l'origine. Donc, ils ont tous des conflits d'intérêts dans l'histoire. Ils ont tous un intérêt personnel, voire financier, à avoir. Et c'est pour ça que c'est important de déclarer ces liens d'intérêt, comme Bien je sûr, le fais moi et toi, parce que moi j'ai rien, j'allais dire j'ai rien à vendre. Je déstocke mes bouquins, mais bon, c'est anecdotique. Mais hormis ça, je veux dire, je suis pas payé par Bolloré ou quoi que ce soit. Je suis pas payé par Poutine non plus ou qui que ce soit. Je suis pas non plus payé par l'extrême droite ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc je peux dire ce que je dis là dans une rédaction. La moitié de ce que j'ai dit sur cette chaîne depuis 2 ans, ça aurait sauté. C'est impossible. Et donc voilà pourquoi je peux me permettre de parler comme ça. Et voilà pourquoi ça plaît aussi à certaines personnes, parce que ça, ce qu'Hugo Clément a fait hier face à Macron, demain, il va traverser la rue pour trouver du boulot. Et encore, je prends cette parenthèse-là parce que ça fait un peu le buzz là qu'il a remis à sa place Macron concernant Castaner sur le truc de l'océan et Chine, etc. Je fais une digression rapide pour bien faire comprendre comment ça fonctionne dans le milieu de la télé. C'est que Hugo Clément, c'est pareil. Il avait créé, je crois, une chaîne, un média alternatif ou quoi que ce soit, mais on s'apercevait que les financements étaient un petit peu proches des milieux oligarchiques. Voilà. Je n'en dis pas plus, je crois que Blast avait fait un truc là-dessus. Bref. Mais aujourd'hui, être indépendant, c'est très compliqué. Et on le voit, le planning familial, moi c'est les financements qui m'intéressent. Dis-moi qui te paye et je te dirai avec qui tu fréquentes et surtout qui tu es. Parce que quand on accepte les sous, que ce soit du Qatar, de l'Arabie Saoudite, d'Israël, de machin, de trucs, de tel lobby, etc., forcément il y a une orientation. Quand on accepte le pognon de personnes à part de ceux qui, j'allais dire du public, c'est pas la même chose, à mes yeux. Et donc là, on sait que l'OMS est derrière tout ça. L'OMS, c'est quoi? C'est Tedros Ghebreyesus, là, qui a commis dans son pays des atrocités. Absolument. Donc déjà, on a un mec en plus qui est même pas médecin. C'est quand même Organisation mondiale de la santé. Ce mec-là, il n'a aucun rapport avec la santé. Bon, est-ce que je vais demander à mon boulanger d'être carreleur? Pas possible. Faut une formation, faut quelque chose. Bill Gates, où est-ce qu'il fait de la santé, monsieur Bill Gates? Il est, enfin, à la base, il a fait Microsoft virus et j'apporte l'antivirus. Tiens donc, il y a un truc qui s'appelle le Covid et on a apporté le vaccin. Et comme disait Rainer Fulmich, eh bien, ce n'est pas le vaccin qui a créé le Covid, qui a soigné le Covid, c'est le Covid qui a permis le vaccin. Absolument. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est en tôle. T'imagines? Qu'est-ce qu'il devient, Rainer Fulmich? Bah, il est toujours en prison. Oh. J'essaierai de faire une émission avec, comment dire, un des proches, enfin, qui a parlé de l'affaire. Pour l'instant, c'est en pourparler, mais on va essayer de faire une émission. Alors, je sais pas si cet été j'aurai le temps, mais on va essayer de faire une émission dans l'année sur Rainer Fulmich. On essaiera. Mais voilà, en tout cas, juste, désolé pour la longue digression, mais simplement, il faut bien comprendre que au-delà de l'idéologie, il y a des associations, tu parlais du planning familial, qui posent problème, parce que le planning familial, la dernière Photoshop qu'ils ont sortie, c'est un mec enceinte. Voilà. Le planning avec familial, une barbe et puis voilà. C'est le poisson pilote de la révolution sexuelle la plus mortifère. La révolution sexuelle est mortifère. Le sexe, c'est la vie, d'accord? Ils en ont fait la mort. Bah, ils en ont fait en fait de mort et de souffrance. Ils en ont fait un jeu macabre. C'est-à-dire qu'ils en ont fait un divertissement, un business lucratif, et ils en ont fait quelque chose qui est de l'ordre de la perversion, du vice.
et depuis très tôt, parce qu'en fait, mais c'est même plus un divertissement. C'est même plus un divertissement. C'est devenu une drogue. C'était à ma génération, c'était un divertissement. On disait ah bah il y a qu'à faire l'amour comme ça, c'est sympa. Tu vois, c'était pas encore méchant à ma génération à moi. Moi, la génération mai 68, celle qui s'est prétendument libérée, enfin disons celle qui s'est mise à vraiment découpler la sexualité du couple et du mariage, c'était effectivement ludique. Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus ludique. C'est violent. C'est violent, c'est de la domination. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil. Et tu disais tout à l'heure, les gens baissent plus. Ben non, non, non. Il y a des exutoires. C'était d'ailleurs ce que voulait Kinsey. Kinsey disait que la masturbation, c'était un grand truc, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, la masturbation. Petit passage de ton livre. Encore une fois, franchement, il est à lire. Alors, je pourrais dire à chaque émission, tel bouquin est à lire, c'est vrai. La plupart des bouquins que je reçois, ils sont franchement super. Mais c'est vrai que celui-là, ce qui est bien, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que tu parles pas seulement d'éducation à la sexualité. Tu fais une ramification des narratifs. Parce qu'en fait, c'est pas seulement les sujets en eux-mêmes, c'est la manière de les exprimer, les éléments de langage. Absolument. Et en fait, le passage, page 65 du livre La vie avant toute chose, le livre manifeste de Pierre Simon, c'est exactement... et j'ai noté en référence, moi dans mes notes, j'ai noté que ça faisait référence à L'avenir de la vie de Attali en 79. Absolument. C'est exactement pareil. Pierre Simon raconte la stratégie qui fut celle des loges pour faire entériner par les gouvernements de droite la révolution sexuelle qui se préparait. Procéder par étapes. Ne pas réclamer l'avortement tout de suite, pour ne pas heurter les oppositions profondes de la population. Il convenait donc de s'attaquer à la loi de 1920, puis, grâce à la révolution sexuelle, nous y reviendrons, multiplier les grossesses non désirées qui feraient désirer l'avortement. Donc on a provoqué les grossesses, précoces, les grossesses chez les gamines. Voilà. Présentées par Marie-André et eux comme le moyen d'éviter l'avortement, la contraception n'en devait être que l'avant-propos. Le projet porté par Pierre Simon était clair. En investissant le champ politique à travers la question de la contraception et de l'avortement, la médecine n'a plus pour seul projet d'assurer la survie des humains, mais s'institue en tant que pouvoir pour changer leurs conditions, opérer une mutation en profondeur des mœurs et des fondements de la société. Arme, par excellence, du combat pour la connaissance, elle devient du même coup le levier qui permet d'ébranler le vieil ordre, d'accoucher d'un monde sans Dieu, fondé sur l'autonomie divinisée de l'homme et sur son autotranscendance, d'accélérer, pour tout dire, le passage de l'obscurantisme chrétien au progressisme maçonnique. Donc en fait, on tue le roi à nouveau. Exactement. On a tué le roi, maintenant on tue Dieu. Voilà. Mais, petite parenthèse, ce truc-là, c'est exactement comme ça que le définit Jean-Louis Touraine concernant l'euthanasie. Au départ, on touche pas aux mineurs, on touche pas aux handicapés, on touche pas à Alzheimer, etc. Et on y viendra après. Et ensuite, il y a le pied dans la porte. La stratégie du pied dans la porte. Une fois que la porte est ouverte, on peut plus la refermer. C'est que maintenant, un gamin dépressif, moi, il y a 20 ans, harcelé à l'école, j'étais dépressif, je demandais à me faire mourir, mes parents intervenaient, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et en 48 heures, c'était réglé. Voilà. C'est ça qu'ils veulent nous mettre en place. Même stratégie. Et, sur l'IVG, et puis l'avenir de la vie, c'est-à-dire que l'euthanasie, après 60-65 ans, l'être humain n'est plus suffisamment productif, donc il faut en gros faire du ménage, d'après Attali, et puis l'euthanasie sera pas le concept, mais le projet le plus important de notre avenir, parce que il permettra de rétablir les statistiques, etc. Voilà. Et il a quel âge, ce monsieur? Il a quel âge? 83 ans, je crois. Oui, mais il n'est pas le seul. Il pourrait montrer l'exemple, non? C'est ça. Ça fait longtemps qu'il a passé 65 ans, lui. Ah, mais attention, parce que j'ai retrouvé une archive très intéressante, d'ailleurs, sur Twitter, avec Serge Moati. Ça date ça a au moins une dizaine d'années, où il dit qu'en fait, c'est là que tu vois le personnage, c'est que de son vivant, il fait en sorte que la vie soit grandiose, et après lui, c'est le déluge. Ce qu'il veut, c'est qu'après sa mort, que la vie soit moins belle pour la population. Donc en fait... Qui ça? C'est le rêve de qui, ça? Attali.
Mais Attali, il n'a pas compris qu'il allait mourir un jour. Je crois Ah bah ils ont peut-être des rêves d'immortalité, mais je pense qu'ils n'ont pas compris que on est tous mortels. Hein. Oui, je crois qu'ils n'ont pas C'est le compris ça. syllogisme de Socrate est mortel. Socrate Oui. est un homme est mortel, donc Socrate est mortel. Voilà. Mais oui, en tout cas, ce triptyque-là, il est assez incroyable. IVG, euthanasie, éducation à la sexualité. On a quand même la constitutionnalisation de l'IVG depuis plus d'1 an dans la Constitution. Voilà. On a la peur permanente. Tu parles de l'insécurité permanente de 69. Je rappelle qu'à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe dans le monde culturel? On a Woodstock, on a les pétards, on a le bédo, etc. Donc les jeunes sont noyés dans le divertissement, voilà, dans le Janis Joplin, etc., dans les Beatles. Alors c'est très sympa, hein. Mais pendant ce temps-là, les élites se disent, bon, pendant que les jeunes, on les abrutit un petit peu avec tout ça, dans l'insouciance et l'innocence, ils n'auront pas la capacité de réfléchir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec C'était pas si innocent. C'était quelquefois très violent, tu sais. C'était pas si innocent. Tout à Tu fait. sais, moi, comment j'ai vu arriver ça, moi, les hippies? C'est l'invasion de la laideur. L'invasion de la laideur. Les garçons, tu sais, les garçons, moi, je regardais les beaux gars quand j'étais à l'école, tu sais, qui étaient bien sapés et tout. Ils se sont mis à avoir des cheveux dégueulasses, tu sais, des grands machins filasses. Ils s'habillaient n'importe comment. Ils sont devenus moches. Ils sont devenus moches. Ils faisaient plus aucun effort. Il y avait un gars, il avait une espèce de barbouze qui rasait jamais. Alors qu'avant, les garçons, ils étaient tirés à 4 épingles. Ils étaient tirés à 4 épingles. C'est l'invasion de la laideur. On s'est mis à porter des vêtements moches, des trucs sans forme. C'est l'invasion de la laideur. Et la laideur a pris le pouvoir. La laideur a pris le pouvoir. Regarde les bâtiments, regarde l'architecture. Plus c'est neuf, plus c'est moderne, plus c'est moche. Plus c'est moderne. Je vais mettre un pavé dans la mare et je sais que je vais en choquer plus d'un. Navré, mais je ne peux pas ne pas en parler. C'est à cette époque-là que le tatouage a commencé à apparaître. Mais bien aussi. sûr. Mais bien Et, sûr. et il est vrai que je remarque que de plus en plus de gens sont tatoués, percés aussi, c'est des piercings, des tatouages. Alors chacun fait comme il veut, c'est pas un jugement Moi, de jamais. valeur de quiconque, mais c'est vrai que simplement je remarque ça aussi. Oui, bien sûr. Comme un phénomène, c'est pas un phénomène de société seulement parce que ça perdure dans le temps, ça fait depuis je crois 68, 69 que ça existe le tatouage et j'aimerais comprendre l'intérêt du tatouage parce que honnêtement j'en vois aucun. Si ce n'est se tatouer une bande dessinée sur le corps. Alors je dis pas que tous les tatouages sont des bandes dessinées, mais c'est vrai que est-ce que pour toi ça fait partie justement de ces changements de mœurs, de ces changements de paradigme, parce que c'est aussi quelque chose qui est visible, qui est visuel aussi. On a perdu Marion, je crois. Marion a un souci de connexion. Alors pendant que Marion revient. Ah voilà, ça y est. Oui. Non, bon. Je me suis pas. Écoute, honnêtement, tu m'interpelles là-dessus. Je me suis pas posé la question, donc je peux pas répondre. Ça me semble effectivement assez proche du même mouvement, mais je me suis pas posé la question. Je ne me suis moi-même pas tatoué et parmi les gens que je fréquente le plus près, ils ne le sont pas non plus. Et je précise que attention, hein, je ne juge pas. Non, mais tu ne juges pas. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais c'est vrai que, enfin. Pardon, hein, c'est mon côté vieille France, je sais qu'on me le dit souvent, alors moi j'assume parfaitement. Hein, c'est simplement que, enfin moi je sais que sur moi je pourrais jamais. Enfin de toute façon je pense que ça m'irait pas déjà, c'est pas mon style, ça se voit je pense, mais je vois même dans la police, parfois même des politiques. Enfin je veux dire c'est pas anodin quoi, c'est-à-dire que à l'époque de Gaulle on n'aurait pas imaginé ça. Alors de dire oui c'est pas c'était mieux avant ou quoi que ce soit, enfin si là-dessus je pense que c'était mieux quand même. Honnêtement c'est pour faire mon réact d'extrême droite facho pour Poutine, hein, ce qui plaira à certains trolls, mais honnêtement c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, et je vois même les femmes, j'étais en week-end pendant la podcast, j'étais en repos et je voyais même des femmes 60-70 ans se tatouer. Le problème c'est que la peau a vieilli aussi, donc et puis il faut bien comprendre c'est qu'il y a une empreinte. C'est que, il faudrait que je fasse une émission là-dessus à ce moment-là, puisque mon premier invité de la chaîne c'est un tatoueur, donc ce serait intéressant d'en parler, Mathieu Biasotto. Mais ce qui m'inquiète pour eux, c'est surtout par rapport, je sais pas, au graphène ou quoi que ce soit, à la réaction épidermique, parce qu'il y en a qui ont développé des cancers après ça. C'est pas qu'une question d'esthétisme ou de visuel.
Oui, oui. Parce que certains, moi j'ai des proches hein, qui sont tatoués, hein, mais qui tatouent par exemple la date de naissance de leurs enfants, etc. Pas de souci. Mais c'est sur le long terme ce que ça peut donner, parce que au-delà du côté culturel, on voit quand même que il y a quelque chose. Enfin bon, bref, c'était une parenthèse hors sujet, désolé. Mais voilà, on va revenir à ton livre, encore une fois qui est passionnant, parce que il y a aussi un appel de Judith. Alors, avant l'appel de Judith, j'ai noté page 157 la définition d'un pédocriminel, de la pédophilie. Ça, c'est intéressant. Alors, tu parles, parce qu'en fait, tu parles, je crois, d'un personnage historique aussi. Ah, oui, tout à fait. Je parle de Gilles de Rais. Gilles de Rais. Alors, je vais faire une parenthèse sur Gilles de Rais. Vas-y. Et j'en reparlerai également dans le prochain livre qui va sortir. Gilles de Rais est un personnage historique datant de la guerre de 100 ans, qui fut compagnon de Jeanne d'Arc, fait maréchal de France à l'âge de 25 ans quand il était avec Jeanne d'Arc. Il a conduit, c'est lui qui a porté la Sainte Ampoule pour le sacre de Charles VII, donc c'était un héros de la guerre. Et quand il est rentré dans ces terres, dans le pays de Rais, c'est-à-dire au sud de la Bretagne, il s'est comporté en chef de guerre, en chef de bande, en monstre. Il était homosexuel, il était surtout pédophile, et il a massacré 200 enfants dans des supplices absolument atroces. Il a été arrêté, il a été confondu, il a tout avoué, alors il n'a jamais été torturé, hein, il a tout avoué par une espèce d'accès de conscience, il a tout avoué, il a été condamné, il a été exécuté. Comme il a demandé pardon, il a fait un amende honorable, il a demandé pardon, les parents de ses victimes l'ont accompagné à la mort et il a été exécuté. Bon, ça c'est l'histoire telle que la racontent les historiens. Les historiens, ils travaillent sur des archives, hein, ils travaillent pas sur le procès de Gilles de Rais, c'est des quantités et des quantités de documents d'époque qu'on peut lire. Enfin, il faut lire, c'est quand même l'écriture ancienne. C'est pas très simple. Moi, c'est pas ma spécialité, le Moyen-Âge. Mais enfin, j'ai lu une thèse sur le sujet, donc je vois bien le sérieux de la chose. Et en 1992, tu as des intellectuels français qui ont décidé de le réhabiliter parce que il a été condamné par l'Église, parce que c'est un archevêque, c'est un évêque qui a voulu sa mort, parce que tu sais, en fait, c'est des francs-maçons qui ont lancé la réhabilitation de Gilles de Rais. Alors, au titre, non pas qu'il avait raison d'avoir massacré 200 enfants, c'est au titre qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal, c'est pas vrai. Il a été torturé, donc ses aveux sont nuls et non avenus, c'est faux. Il a été condamné par l'évêque de Nantes, c'est faux. C'est le tribunal laïque qui l'a condamné et pas le tribunal ecclésiastique. Enfin bon, ils ont inventé toute une histoire pour le réhabiliter. Et dans les arguments qui ont été développés pour le réhabiliter, on a cité Alfred Kinsey et on a cité la sexualisation et la sexualité des enfants. Et parmi le comité de réhabilitation de Gilles de Rais, il y avait Pierre Simon. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce livre. J'ai pas eu le temps de raconter ça à Judith, parce que je me suis vraiment penchée sur le sujet. Judith était en train de passer, et puis j'ai pas eu le temps de lui montrer. Mais vraiment, j'aurais été fière de lui montrer ce chapitre que j'ai fait. Donc, la réhabilitation de Gilles de Rais s'est faite au Sénat, c'est-à-dire dans les ors de la République. Aucun historien n'a été convié. On a convié des avocats et des spécialistes de ci et de mi pour aller raconter que l'homosexualité, c'est pas si grave. On n'a jamais dit que Gilles de Rais était homosexuel. Il était pédophile, il était pédocriminel. Ils ont dit oui, mais enfin c'est pareil, c'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui disent que homosexuel et pédophile c'est pareil, c'est pas moi, c'est eux, qui le disent, hein, et c'est eux, ils l'ont dit et redit, et ils ont dit Gilles de Rais était homosexuel. Oui, il couchait avec des petits garçons. C'est pas moi qui fais le rapprochement, c'est eux. Hein. Et parmi ce comité de réhabilitation dans lequel il y avait franc-maçon plus franc-maçon plus franc-maçon, il y avait Pierre Simon. Et dans le discours, dans la plaidoirie de maître Goyo Brissonnière, qui était le défenseur de Gilles de Rais dans ce procès théâtral fantasmatique, il s'est référé à Kinsey pour expliquer que la sexualité des enfants. Ah, Marion était encore coupée. Décidément. Tant qu'elle revienne. Merci à tous en tout cas d'être présents. Vous êtes un peu plus de 790, 800 en direct sur toutes les plateformes. Donc merci de mettre un pouce.
de partager l'émission, de vous abonner. Après l'émission, ce sera disponible en rediffusion et vous pourrez même télécharger la vidéo pour vos archives personnelles si vous le souhaitez, au cas où il y ait de la censure, puisqu'aujourd'hui on n'est plus sûr de rien, surtout avec ce genre de sujet. Marion est... Ah voilà, alors je voudrais absolument terminer ma phrase parce que ce qui a été dit en défense de Gilles de Rais, c'est que effectivement il aimait les enfants, il aimait faire l'amour avec les enfants, mais comme tout bon pédophile qui se distingue, enfin c'est son mémo, c'est pas les leurs, mais ça revient exactement à ça, il ne leur faisait aucun mal et il ne s'autorisait que des éclosions de surface. C'est-à-dire que ce monsieur prétend que Gilles de Rais était effectivement pédophile, mais qui ne faisait pas de mal aux enfants parce que ces gens-là ne pénètrent pas les enfants. Bon, vous allez le croire. On va croire des saloperies pareilles. On va croire des saloperies pareilles. On n'a jamais entendu parler de témoignages de malheureux enfants qui sont mutilés par les agressions qu'ils ont subies. Et ils ont eu le culot de dire, en défendant Gilles de Rais, qu'ils ne s'autorisaient que des éclosions de surface, comme font tous les pédophiles. C'était des pédophiles qui ont voulu réhabiliter Gilles de Rais. C'est de toute évidence des pédophiles. Eh bien, ces gens-là, on les retrouve dans les cercles de sexologie. Et notamment Pierre Simon. Pierre Simon était à la tête de ce document. Et Gérard Larcher aussi. Gérard Larcher en était. Avant de faire cette émission, je pensais à des propos de Pollack concernant ça. Je me souviens. J'ai presque failli me réveiller cette nuit tellement ça me hantait cette phrase, le fait de se décharger dans un gosse de 9-10 ans, bref, c'est... Oh, c'est atroce. Les propos de Cohn-Bendit. Et eux, ils prétendent que c'est jamais dedans, qu'ils ne feraient jamais ça parce que ça risque de leur faire du mal. C'est immonde, c'est immonde. Ah, menteur! Et ce qui est assez incroyable quand même, c'est que on a l'abolition de la peine de mort depuis 81. Ouais. On a la propagande de l'euthanasie aujourd'hui. Ouais. Il y en a qui sont pour la peine qui sont contre la peine de mort pour l'euthanasie. Faut m'expliquer. Alors ils sont pour préserver les criminels, les pédocriminels, etc. Mais pour abattre des innocents, sous réserve, sous prétexte de d'abréger les souffrances des patients. Alors je peux bien comprendre l'aspect émotionnel dans la chose, hein. Je ne dis pas que c'est facile comme question. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Par contre, faut bien comprendre que ce qui s'est passé hier pour Mélanie, comme ce qui se passe, comme certains faits divers, parce qu'on appelle ça des faits divers. Non, ce ne sont pas des faits divers, ce sont des assassinats. Ce sont Absolument, c'est un assassinat. Des assassinats, et on a des gens comme ça au pouvoir là qui, à part penser à 2027 et à savoir qui va avoir la plus grosse et qui va pisser le plus loin, et qui va s'allier avec qui, n'en ont strictement rien à foutre du peuple, hein. Je pense qu'à un moment donné, alors les gens vont nous le dire, on le sait déjà, oui, mais faut réfléchir la prochaine fois parce que il y a des municipales l'année prochaine. Alors je dis pas que les élections elles sont parfaites, mais au moins les municipales peut-être faire quelque chose. Parce qu'il y a quand même des mairies, moi je suis désolé, il y a des grandes villes, c'est là où on peut avoir la main. Allez à Bordeaux, allez à Toulouse, allez à Grenoble, des Chicago à ciel ouvert, vous sortez dans la rue, vous pouvez prendre une balle perdue, un coup de couteau, etc. Et pas la nuit seulement, en plein jour. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va nous dire, oui, mais vous savez, c'est toujours pire ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens quittent la France. Ah oui, parce que comme c'est tellement pire ailleurs, bah, les gens vont voir ailleurs comment ça se passe. J'ai des amis, là, ils partent en Hongrie à la fin du mois. Ils retournent en Hongrie parce que la France les écœure tellement. Et ils considèrent que les Français n'ont plus de couilles, en quelque sorte. Je vais être cru, mais c'est ce qu'ils me disent. Alors je vais pas ternir ce qu'ils me disent et je vais pas déformer leurs propos. J'allais dans leur salle de sport. J'ai plus de salle de sport à la fin du mois. Ils retournent en Hongrie. Je les salue parce que ça fait plusieurs années que je les connais et ils ont été de grands résistants durant le Covid parce que grâce à eux, j'ai pu aller faire du sport malgré ma suspension, malgré le pass vaccinal. Donc grâce à eux, j'ai pu continuer à être en bonne santé et ils me disent, la France, on n'en peut plus. Et plus jamais j'investirai en France. Parce que les taxes, les impôts, les machins, les trucs, on est comme ça. On est étranglé. Voilà. Et ils retournent en Hongrie où, pour eux, c'est la France des années 80. Ou en matière d'immigration, il y a pas de problème. On va la reconstruire cette France. On va la reconstruire cette France. La reconstruire. On est là pour ça. On est là pour ça. Voilà. Alors, la vraie France, c'est nous. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Tu veux que je te raconte une jolie anecdote? Raconte. À la messe dimanche dernier,
À ma gauche, il y avait une mère avec ses 8 enfants, une mère et un père avec leurs 8 enfants. À ma droite, le père et la mère avec leurs 6 enfants et le 7e dans le ventre de la dame. À ma gauche, tout de suite à ma gauche, la jeune grand-mère du premier-né de son fils, et à ma droite, encore 4-5. Bon, les cathos font des gosses, en veux-tu, en voilà, mais en veux-tu, en voilà, en veux-tu, en voilà. On ne les voit pas ailleurs, mais les catholiques se reproduisent. D'ailleurs, on les reconnaît facilement. Beaucoup. On les reconnaît facilement, les cathos, entre guillemets. Hein. Moi, on dit les cathos comme ça, mais on les voit parce qu'ils ont 4, 5, 6 enfants. J'allais dire, c'est facile à reconnaître, mais on se dit, c'est bien. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, parce qu'il y a eu des débats comme ça dans des chats sur certaines émissions, c'est que ils disent, oui, mais vu l'avenir qui nous est prévu, etc. Moi, j'ai ma grand-mère, elle va avoir 84 ans dans quelques jours. Elle est née en 41. C'était la paix en 41? Non, c'était pas la paix. C'était la Seconde Guerre mondiale. Et elle est dans une famille de 13 enfants. Hein. Et à l'époque, c'est pas parce qu'il y avait la guerre qu'on s'est arrêté de faire des gosses. Au contraire. Au contraire. Et au contraire, faire des gosses dans une période difficile, j'allais dire c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, mais un pays qui va bien, c'est un pays qui fait des gosses. Aujourd'hui, le taux de natalité, c'est le plus bas depuis 1919. On n'a jamais été aussi mal au niveau de la natalité, c'est-à-dire que la mort a dépassé la vie. Et oui, c'est voulu, c'est savamment planifié. Voilà. Et il faudrait dire amen en plus. Non, faut réfléchir. Voilà. On va la retrouver, la France. On va la retrouver, la France. Je peux pas garantir, étant donné mon âge. Moi, je suis une femme âgée. Je ne peux pas dire, compte tenu de mon âge, que je verrai la libération, mais je sais qu'elle est sur les rails et qu'elle va arriver. Mais Marion, regarde simplement Hollande, Sarkozy, Fillon. Hollande, 4 enfants. Sarkozy, 5 enfants. Fillon, 6 enfants. Ces gens-là, ils se sont interdits de faire des gosses pour sauver la planète? Je crois pas. Hein. Et puis ils vont dans les meilleures écoles. Et puis ceci, puis cela. On parlait des écrans tout à l'heure. Je le dis parce que ça me revient et c'est important. Les enfants de Bill Gates, ils ont appris comment l'instruction? Sans écran, sans internet, papier, crayon, livre. Mais bien sûr, mais ils se réservent pour eux le meilleur, bien sûr. Tu as vu Soleil Vert, ce livre cauchemardesque? Mais il va falloir que je le revoie. La viande est réservée à l'élite et les autres, ils mangent des biscuits de protéines humaines. Mon Dieu, quelle horreur. Dis-moi, l'heure a passé. Alors pour finir cette émission, il y avait un appel de Judith Reisman que tu vas nous transmettre. Voilà. Judith demande, alors c'est toi qui l'as parce que je ne la connais pas par cœur. Judith a demandé, n'a cessé de demander, elle est morte en demandant qu'on diligente une enquête internationale sur l'Institut Kinsey, sur les archives de l'Institut Kinsey, sur les façons de faire de l'Institut Kinsey, sur l'histoire de l'Institut Kinsey. Alors, il faut savoir qu'à l'Institut Kinsey, les actuels directeurs sont extrêmement méfiants. Ils ont juré leur grand Dieu à leur maître adoré qui ne laisserait jamais le public prendre possession des archives. Ils ont prévenu que si jamais la police débarquait chez eux, en appuyant sur un bouton, ils détruisaient tout. Je ne sais pas si on peut les croire. Ce que je sais, c'est qu'il faut absolument obtenir qu'on sache ce qu'il y a à l'Institut Kinsey. Il est évident qu'ils tiennent par le chantage quantité de gens à travers le monde, qu'ils ont quantité de documents, de témoignages, d'aveux, enfin de confessions extrêmement importantes. Et si on veut savoir où va le monde et ce qui nous arrive, il faut absolument prendre possession de ces documents. Indépendamment de ça, ce qu'a découvert Judith et qui est public, c'est pas la peine d'aller dans les archives de l'Institut Kinsey. Il faudrait qu'une institution lance une véritable enquête sur ce qui a été fait, ce qui a été publié et ce qui est de notoriété publique. C'est-à-dire que le travail de Judith puisse être repris par les autorités. Et ça, c'est une demande. Elle demande une commission d'enquête internationale sur l'Institut Kinsey et sur parce que l'Institut Kinsey, il sert de référence absolument partout et aucune enquête n'a été faite. Donc, demandons l'enquête internationale sur l'Institut Kinsey. C'est ça qu'il faut demander. Mais cela passerait par une dissolution aussi des institutions actuelles, parce que en réalité, le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit. Je ne sais pas comment il faut faire. Moi, je ne suis pas stratège, je suis pas guerrière. Il y a des gens qui disent. C'est une réflexion à creuser. Alors, ça a beau n'être que des paroles, mais déjà, avant d'agir, faut parler, faut discuter, faut échanger, etc. C'est la base, parce que si on agit sans réfléchir, voilà, ça donne ce qu'on vit actuellement. Même si tout a été bien réfléchi par une poignée pour nous nuire. Parce que nous sommes en guerre, faut le rappeler. On oublie souvent qu'on est en guerre.
On nous a déclaré la guerre depuis le 16 mars 2020. C'est pas seulement de manière militaire, c'est de manière éducative, de manière instructive, de manière familiale, de manière sanitaire, de manière judiciaire. Bref, c'est à tout point de vue. L'insécurité permanente, je retiens cette expression que tu as citée tout à l'heure de 69, c'est exactement ce que nous vivons depuis longtemps. L'état d'urgence. L'état d'urgence, encore une fois, Attali l'avait dit. En 2016, il avait dit, de toute façon, le but ultime, c'est d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. Nous n'en sortirons jamais. Le but, c'est d'emprisonner les gens et de faire en sorte de leur faire croire qu'ils sont en démocratie avec des prisons sans murs. C'est ce que disait Huxley. On lui avait dit quand est-ce que ça va se terminer, cette folie, il a dit jamais. Tout à fait. En tout cas, Marion, un immense merci. Nicolas, merci de ta promotion de ce livre. Écoute, pas de souci. Hein. Le bouquin est très intéressant. Ça parle de beaucoup de sujets. On en a traité un certain nombre ce soir. Il y a une partie plus personnelle de témoignages que tu fais à la fin, donc qui est assez émouvant et qui mérite d'être lu. Merci à tous ceux qui ont été présents ce soir, qui ont assisté à nos échanges animés. Voilà, c'était vivant. Est-ce que je pourrais avoir connaissance des commentaires, parce que j'en ai vu passer un ou deux. Est-ce que je peux les lire? Est-ce qu'il y a un fil où je peux les lire? Il y a la rediffusion du chat après l'émission, théoriquement. Très bien. Bon, j'aimerais bien voir ça. Mais en tout cas, je répondrai aux questions. Parfait. Voilà, comme ça, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo quand le direct sera fini. Marion vous répondra directement, sachant que... Peut-être pas tout de suite, peut-être éventuellement demain, mais si j'ai accès au chat, en général, j'aime bien répondre aux questions. Et je ne réponds jamais aux insultes. jamais. Bien sûr. Demain, on fait une émission à 19h sur un projet un peu particulier, puisque j'ai publié un communiqué de presse il y a quelques jours qui m'a été envoyé par un couple, le monsieur et madame Lacroix, d'une association, puisqu'il y a un projet en Savoie d'une captation agricole pour un projet autoroutier. Donc, ils vont nous expliquer tout ça. Et donc, ils font appel aux médias. Alors, j'ai accepté de les recevoir demain pour qu'ils nous en parlent dans les grandes lignes avec documents. Et donc, à 19h demain, je compte sur vous pour l'émission. Merci Marion. On peut te retrouver en conférence prochainement ou... Pardon? On peut te retrouver en conférence, en dédicace prochainement? Je vais à Arlon, en Belgique, lundi prochain. Je serai à Paris chez Anne Brassier à son salon mardi. Mercredi. Oh, je mettrai ça en ligne. Je suis désolée, je suis en train de dire des bêtises. C'est probablement après. C'est probablement le mercredi suivant, le mardi suivant. Sur les routes, quoi. Je mettrai tout ça en ligne. Et ensuite, pendant tout le mois de juillet, je vais être partout. De fin juin à début août, je vais pas arrêter. Je vais pas arrêter. Je vais aller en Aquitaine, je vais aller en Bretagne, je vais aller dans le Maine, je vais aller. Je vais partout. Bonne soirée. Et merci Marion. Merci Nicolas. Merci de ta gentillesse.